Et bonjour tout le monde, bienvenue tout le monde. Et voilà, tout le monde arrive, pop, 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 ça pop de partout. Nouvelle overlay exceptionnelle pour une émission exceptionnelle. Alex, la dernière fois, avait appelé ça un hors-série. Bon, on va appeler ça un hors-série, puisque techniquement, la saison s'est terminée sur les awards de la semaine dernière. C'est Et, vrai, ouais. et donc Ah, aujourd'hui, ah, sur le je hors-série, me c'est une mute, point émission. d'interrogation. Mute. Non, non, on est bon. Ah non, Est-ce que c'est tout bon. le monde Ouais. m'entend? C'est de la faute d'Astegrifi, ça. Non, non, tout le monde. Non, franchement, on est tous là, je crois qu'on est tous là. C'est Je vais savoir tout magnifique. le monde, mais est-ce que tu vois l'overlay? Est-ce que tu vois le step-up? Ah Il oui, est je le vois incroyable. et il est magnifique. On a un petit peu monté en gamme, donc ça me fait plaisir. Moi, je crois que je suis en décalé au niveau de la voix et de l'image léger, mais bon, c'est pas grave, c'est mon ordi qui chauffe aussi, on chauffe tous. Donc aujourd'hui, on va traiter de l'art de la mêlée, bien évidemment. Là, il y a des gens qui vont nous dire dans le chat, oui, mais les matchs internationaux, l'Irlande, à la limite, je peux parler du Chili qui a fait une performance exceptionnelle. Mais d'abord, je vais présenter tout le monde. Il y a donc avec moi mes compères de Bureauval, bien évidemment, Alex et Joseph. Salut les copains. Salut à tous. Salut, mon Emmerich, ça va? Bon, ça va super, ça va très très bien. Je suis plutôt content d'être ici. Et puis avec nous pour nous parler de la mêlée, on a, bah, j'ai envie de dire, presque un habitué maintenant, Laurent Cardona, ex-arbitre international, nouveau venu dans le staff de l'UBB. Merci Laurent d'être parmi nous encore une fois. Avec plaisir. Et par contre, j'allais dire un petit nouveau, mais il n'a rien de plus. Un genou qui débute. Christophe Amasseng, merci beaucoup. Ex-talon de Clermont, ancien entraîneur de la mêlée. Moi, j'ai des infos, c'est Rouen, Béziers, Agen, mais apparemment, il y a du cognac. Apparemment, enfin, Oui. je parle de la ville, hein, je parle de. Il y a du Langon Et même le maintenant. joueur, c'était Dax. Ça Le joueur, Dax c'était il y a aussi. longtemps, mais à Dax. à Dax. Mais pourquoi j'ai Montferrand moi aussi, Christophe? Non. Je sais pas, parce que souvent on dit ça. Donc, Ah, bah quelqu'un Ah, a dû faire une erreur. Ok, alors apparemment, ton Wikipédia ne marche pas. A priori, tu vois, sur Internet, t'es beaucoup marqué à l'US, enfin à l'ASM je Montferrand. crois qu'une fois, il y a eu un. Ah, c'est possible. Non, Dax. Dax. Donc Westland. C'est ça. Bon, en tout cas, on est très content de t'avoir avec nous, Christophe. J'espère que la connexion va tenir parce que là, ça a l'air un petit peu difficile, mais j'espère que ça va tenir. En tout cas, mon Alex, on va juste parler 2 secondes, parce que d'habitude, nous, dans l'émission, on revient sur toute l'actualité du rugby, que ce soit le 15 de France, le top 14, la Pro D2, les événements, le 7, etc. Là, il y a quand même eu un petit événement, un nouveau qualifié pour la Coupe du Monde et une surprise. La seule nation qui va découvrir la Coupe du Monde, d'ailleurs, en attendant le dernier tournoi qualificatif, bien sûr, mais c'est la seule nation qui va découvrir une Coupe du Monde, c'est le Chili qui a battu les États-Unis. Mon Alex, en direct from LA, parce que je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, Alex vit à Los Angeles. Qu'est-ce qui se passe au niveau des États-Unis? On rappelle qu'ils vont accueillir la Coupe du Monde dans 9 ans. Ouais, ça a bégayé fort quand même là, pour être tout à fait honnête. C'est très très mal vécu. Donc il y avait eu un point d'avance au match aller et ils perdent de 2 points au retour. Donc c'est terrible pour les États-Unis contre une équipe du Chili qui le battait 50-5, 71-3 il y a Il y a deux ou un trois ans. 71-3 il n'y a pas si longtemps. Il y a 3 ans. En 2017 ou 2019. Ouais, il y a 3 ans. Ouais. Et donc, c'est quand même un cataclysme pour le rugby américain qui met énormément d'argent, qui est en train de surdévelopper, même c'est presque artificiel à quel point ils mettent de l'argent dedans. C'est complètement fou. Et aujourd'hui, c'est la 6e fédération mondiale. En termes de licenciés de moins de 13 ans, c'est la 2e nation mondiale. Donc c'est quand même juste colossal ce qui est en train de faire la fédération américaine. Et là, s'il n'y a pas de qualification à la Coupe du Monde, ce sera très 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 dur à encaisser pour ce rugby américain qui se développe énormément. Alors, comment on l'expliquait, le Chili déjà a fait sincèrement 2 très gros matchs. Il faut quand même leur rendre le truc parce qu'ils ont été vraiment Ils perdaient très 17-0. impressionnants. Ils perdaient 17-0, nos amis chiliens, quand même. À 19 même. 19-0, autant pour moi. Ouais, ils perdaient 19-0 à la 30e contre les États-Unis au match retour. Donc, moi, tu te rappelles, je t'ai dit, oulala, ça souffre fort le Chili, parce que franchement, les 30 premières minutes, ils n'existent pas. Et puis derrière, on est en train de se dire, il n'y a pas d'exploit possible et tout, etc. D'ailleurs, je trouve ça dommage que pour un amateur de rugby, par exemple en France,
n'y ait pas de lien pour regarder ce genre de match de qualification. Genre vraiment, le tiers 2, on s'en bat les couilles. Et Ouais, ça non, rend c'est vrai que c'est vraiment dommage. Et je pense qu'on devrait plus les diffuser ces matchs-là parce que, en plus, enfin, ça jouait bien, quoi. C'était un bon match. Donc voilà. Et donc, il y a cette défaite. Alors, rien n'est perdu malgré tout pour les États-Unis, mais ça fait quand même 2 cartouches de grillés, hein, face à l'Uruguay puis face au Chili. Maintenant, il faudra gagner dans le tournoi de novembre, là, où il y aura c'est loin d'être gagné. normalement, et c'est loin d'être gagné, il y aura normalement Hong Kong, hein, parce qu'il y a Tonga Hong Kong là. Ouais, Bon, bon. Moi a aussi, j'ai mis priori, Hong Kong dans mon sondage, hein, je vais te dire. a priori, clairement, ce sera Hong Kong qui va pas se qualifier sur ce match-là face au Tonga. Il y aura le Portugal et le Kenya. A priori, c'est le Portugal la meilleure équipe de ces trois-là. Donc attention, parce que le Portugal, il y a quasiment que des joueurs pro. Enfin, voilà, Le on est. Portugal, ça tenait le match Gisquet, nul contre l'Italie il n'y a pas si longtemps. C'est pas, Avant de c'est perdre c'est sur la un essai de Gisquet pénalité. qui coach le Portugal, non? Il me semble que oui, Patrice Gisquet, j'avais vu ça aussi. Ouais. Ouais, Et, c'est ça. ouais, c'est ça. Mm. Ah, Et oui, c'est- donc, s'il y a Portugal, États-Unis, ça va être très très chaud pour les Américains. Ça va être ça, hein. Je pense Ce sera un vraiment. match sec, faut bien le préciser. Oui, c'est des demi-finales finales. Ouais, c'est sec comme ça, il y a pas de aller-retour et ainsi de suite. Mais bon, faut quand même se rendre compte que le Chili, il y a ces 3 joueurs pro, en gros, hein. Non, mais mec, c'est 26 clubs au Chili. Ouais, non 26. mais et 2800 aux États-Unis, c'est ça, un truc comme ça? 2000, ouais, 2500, je crois, le Ouais. plus. 26 clubs au Chili, les gars. Ouais, non mais c'est La Coupe fou. du Monde, c'est incroyable. Et les Américains, ils sont tous pros, hein, dans l'équipe, hein, donc c'est- vraiment, Pardon, c'est faut revoir des lignes sur le contrat. Du coup. ah ouais, là c'est chaud, hein. Enfin, franchement, on m'a demandé un peu grossièrement comment l'expliquer et tout ça. Pour moi, c'est comme si une équipe de top 14 perdait contre une équipe de nationale. Ouais. En termes d'écart sur le papier, c'est ça. C'est gigantesque, hein. Ah ouais, C'est sur 2 et matchs, hein. C'est sur 2 matchs qu'ils sont accrochés. C'est pas sur sur 2 un match matchs, et sur sec 2 où matchs, ouais. qui met pas la gueule, j'en Il y sais a une rien. certaine vérité qui sort sur 2 matchs quand même, tu vois. Bah ouais, ouais. Donc voilà. Donc il va falloir réagir. Alors attention, hein, on les connaît les Américains. Faut pas non plus trop les enterrer parce que quand il se passe des choses comme ça et qu'il en va de la fierté nationale et ainsi de suite, là ça part complètement en sucette dans ces cas-là. Et bah, évidemment, ils vont mettre un argent monstre. Je Encore pense que plus d'argent. la Ils en préparation va mettaient durer déjà 4 trop, mois. ils vont en mettre trop, c'est ça que tu veux Ouais, dire? ah non, mais ça va être délirant. Et ils vont faire, je pense, une préparation de 4 mois façon, façon Coupe du Monde pour 2 matchs au mieux. Mais alors, le problème qui va se poser, quand même, c'est qu'il y a quelques joueurs qui jouent en Europe. Et bah, la préparation, je ne vois pas trop comment ils vont la faire, notamment avec le demi-mêlée, je crois qu'il joue à Newcastle. Ça va pas être, enfin, voilà, il va falloir composer aussi avec cet aléa-là parce que ceux qui jouent en MLR, ils auront le temps de se préparer, mais ceux qui jouent en Europe, ça va être plus compliqué. Il y en a quelques-uns quand même. Donc voilà. Bon, je sais pas si Laurent ou Christophe, Laurent, je vais d'abord commencer par toi. Est-ce que tu as suivi ça ou oui, tu as dû l'entendre parler, mais genre, tu Ouais, l'as regardé quasiment. Donc, ouais, j'ai suivi, mais comme on l'a dit tout à l'heure, c'est dommage qu'on puisse pas suivre ces matchs, même sur une télé, je sais pas moi, comme l'équipe 21 ou des choses comme ça. Ça doit pas des diffusions qui doivent coûter très très cher et c'est dommage qu'on puisse pas les voir. Moi, ça m'aurait intéressé de regarder ça. Effectivement, je pensais qu'il y avait un gros écart entre les deux nations en termes de rugby. Bon, tu l'as dit, Alex, en termes de moyens financiers. Mais comme quoi, hein, le rugby et le sport restent encore dans ses valeurs naturelles, hein, c'est-à-dire ce qui se passe sur le terrain, c'est pendant 80 minutes. On peut y mettre les moyens qu'on veut. Si tu rentres, que tu n'as pas la tête et que tu n'as pas autre chose que je tairais là, mais ça ne marche pas, quoi. Donc d'abord, le rugby, c'est la guerre, avec les règles qui s'y appliquent, et après, le reste, ça vient après. Je crois que Christophe ne me contredira pas dans ce que je viens de dire. Je pense pas. En fait, Le on a rugby, tous c'est la vécu base. ce genre, Bon, pas. on a tous vécu ce genre de match où où inconsciemment tu te sens supérieur à l'adversaire. Donc c'est 19-0, tu dis, Alexandre. Ouais, 19-0 à la 30e. Ouais, Ouais. 3 essais. Donc 19-0, ça passe facilement. Puis après, je dis souvent, tu sais, un plaquage te remet dans le match, un essai, puis ils ne lâchent pas parce qu'ils ont rien à perdre, et tu doutes, tu mets l'option, et puis voilà. Donc, nous est tous arrivé ce genre de match, même si je suis persuadé qu'ils le refont et le score ne serait pas le même. Mais c'est ce qui est beau aussi dans le rugby, dans notre Ouais, et sport. alors, ce qui est assez perturbant, c'est qu'ici, en plus, dans le même temps, vous savez, aux États-Unis, il y a beaucoup d'Irlandais et ça a fêté vraiment la victoire face à la Nouvelle-Zélande, hein. Parce que c'est aussi le cataclysme, c'est que ben, la Nouvelle-Zélande est tombée.
Et là, on en discutait la dernière fois. J'ai pas le souvenir d'avoir déjà vu le rugby néo-zélandais depuis l'instauration des Coupes du Monde être aussi mal en point à un an d'un grand événement. Je crois qu'ils étaient assez mal en point avant 2015, avec le résultat qu'on connaît, je crois. Je crois qu'il y a eu un petit truc comme ça. Donc, Ils étaient champions du monde en titre. moi, j'ai envie de te dire, les Irlandais sont prêts trop tôt, comme d'habitude. Ouais, mais c'est ce que je dis souvent aussi j'espère pour le rugby français aussi, que c'est pas le cas, qu'on n'est pas trop près trop tôt. Ouais. Parce que là, on est vraiment au pic, quoi. Je veux dire, on a rarement été aussi haut en termes de jeu, en termes de victoire, etc. Et j'espère que c'est pas trop tôt. Voilà, je le souhaite vraiment pas, mais je vois pas les Blacks continuer à s'écrouler comme ça très 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 longtemps, quoi. Bah, c'est Yann Foster, le sélectionneur, qui, à mon avis, senti un petit vent chaud, à mon avis, et pas que de la canicule ces derniers temps. Ouais, mais ça suffit pas. On sait très bien qu'un seul homme ne peut pas être la cause de ces résultats négatifs. Ah, je trouve qu'un sélectionneur, enfin, il y a quand même des styles et des différences. Un Moi, je sélectionneur. trouve qu'il y a une génération qui est faiblarde quand même. Enfin, faiblarde à l'échelle néo-zélandaise. T'as vu Akira encore ce qu'il fait? Oui, mais à chaque fois qu'on mentionne un joueur devant, c'est Akira Ioane. Donc, Il paraissait bien seul, quoi. Quel brut, quoi. Quel brutasse, quand même. Mais oui, c'est vrai. Bon, en tout cas, l'Irlande, performance exceptionnelle. Victoire donc dans la série face au NZ. Sexton, 1000 points, quand même, on va saluer l'homme à un moment donné. Même si quand on parle de lui, on a plutôt des inquiétudes au niveau de ses protocoles commotion. Mais bon, après, apparemment, ça ne concerne que nous, pas l'Irlande et pas lui. Donc, on verra. Sachant qu'on a appris cette semaine, quand même, qu'on avait un ami gallois qui. Pas n'importe qui. Ryan Davis. Ouais. La démence, c'est quelque chose qui touche. Alors, je ne sais pas si c'est lié avec des commotions ou autre, mais la démence, si on a regardé le film avec Will Smith sur les joueurs de football américain, qui était vraiment très, très prenant et très parlant, et c'était ça, c'était la démence qui atteignait les joueurs de football américain suite à des nombres de commotions cérébrales assez importants. Donc, quand tu es pris de démence à 40 ans, imagine un petit peu à 65, 70, 80. Ouais, non, c'est pas très bien, quoi. Si c'est lié par rapport à son activité de rugbyman de haut niveau. Car Lehmann lui estime en tout cas que c'est lié parce qu'il est aussi touché par ça. Mais il faut voir pour Ryan Davis qui a priori Ryan Jones pardon. La presse galloise en tout cas oui Davis ou Jones. Après on protégeait moins les joueurs. Oui. Il y a 15-20 ans les joueurs étaient bien moins protégés. Aujourd'hui ils ont un protocole très strict qui vise à les protéger, y compris pendant les matchs, qui n'a rien à voir avec le football américain, qui a caché volontairement ce problème connu pour des raisons d'argent. Alors, on nous apprend que Wesley Fofana annoncerait sa retraite là en ce moment même. Là. Ouais, il l'a fait. Il l'a fait quand on a lancé le live. Ah ouais, voilà. Sympa, il nous a attendu. Moi, c'est un joueur que j'adore personnellement. Non, je précise juste un truc. Laurent a parlé d'un film avec Will Smith, s'appelle Seul contre tous, et Will Smith incarne Bennett Omalu. Omalu, je crois que ça se prononce. Un médecin qui justement a révolutionné la NFL avec ses études sur les commotions justement qui rendaient un peu plus tard les joueurs de football américain complètement fous et avec énormément d'excès de violence. Voilà. Et Wesley Fofana, incroyable. J'ai le communiqué si tu veux, Wesley Fofana. Après 15 années au sein de l'ASM et de la belle famille du rugby français, une nouvelle page se tourne pour moi. Ces 2 dernières années ont été parfois difficiles à gérer. Un constat évident que mon corps n'encaissait plus le niveau d'exigence que demande le rugby professionnel. Donc là, pour le coup, on est d'accord. Je fais donc le choix d'anticiper l'arrêt de ma carrière. Un grand merci à l'ASM pour toutes ces aides à mes côtés. Ces moments sportifs extraordinaires vécus ensemble. Merci à mes proches, à tous ceux qui m'ont soutenu. Voilà. Et merci bien sûr à vous, passionnés de rugby. Bravo à lui, vraiment. Carrière de ouf, et en effet, les blessures, trop dommage, mais il m'a fait kiffer ce joueur, donc je le salue. Il nous a donné de l'espoir. Il nous a donné de l'espoir à un moment où on en avait besoin, quoi. Donc c'était agréable de le voir sur le terrain. Ouais, c'est clair. Putain, incroyable, les mecs attendent. Ils sont sympas, les mecs, maintenant, ils attendent le début de l'équipe. Ils attendent rendez-vous. C'est chiant. Non, c'est pratique. C'est mûrement réfléchi. On est mi-juillet, donc. Je pense qu'il a testé, il a vu est-ce que je peux reprendre ou pas. Et à mon avis, non, il peut pas, il en peut plus, et voilà. Laisse ça tout le on me dit dans le chat. En effet.
Oh, The Mookie directement qui pense au business, ça libère de la masse salariale. Et voilà, et voilà. Et voilà l'esprit. Bon, allez, on va Ouais. attaquer, Enfin là, la masse salariale était plus à la charge de la Sécu que la charge de la SM. Donc bon. Ça nous libère tous, du coup, c'est sympa. Sympa, Wesley. Bon, en tout cas, on l'embrasse. On va attaquer du coup le gros du sujet avec, à savoir donc la mêlée. Bien évidemment, on a tendance à dire que le rugby, bon, c'est un sport qu'on aime bien pratiquer, mais on ne connaît pas toutes les règles. S'il y a bien une phase de jeu qui est plus compliquée à comprendre et à décortiquer que les autres, pour moi, c'est bien la mêlée, puisque même ceux qui ont la tête dedans, des fois, ils ne savent pas ce qu'ils font. Concrètement. Et donc, du coup, je suis hyper content de vous avoir, Christophe et Laurent. Pour nous expliquer comment on l'entraîne. Déjà, comment elle fonctionne. Comment on appuie la force. On parle du pilier droit, du pilier gauche. Moi, il y a des choses que je connais, mais on va expliquer large pour que tout le monde comprenne. Moi, mon idée, c'est que quelqu'un qui n'est jamais joué au rugby, mais qui aime bien regarder des matchs de rugby, il comprenne cette phase de jeu. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est de comprendre les évolutions, l'intérêt, comment gagner une mêlée. Après, des termes comme double poussée, etc. Pourquoi est-ce qu'on met un mec plus balèze à droite? Pourquoi est-ce qu'on met... Voilà. Le système aussi, pourquoi pas de flanqueurs différents. Décortiquer un peu les postes, un peu les morphotypes, et puis aussi peut-être l'évolution. Comment on l'utilise aujourd'hui la mêlée? Est-ce que c'est différent d'avant? Peut-être pas. Et après, bien évidemment, tout ce qui est les règles qui nous intéressent, parce que nous, quand on regarde une mêlée, on dit « Mais pourquoi ils sifflent contre nous? On les a envoyés dans les tribunes. Pourquoi ils sifflent contre nous ?» Et voilà, ça, c'est intéressant. Allez, il est marrant cet exercice parce que je fais quelques petites interventions sur demande, bref. Et quand je parle de la mêlée, je parle de ça. C'est-à-dire, avant d'expliquer la règle, parce qu'expliquer la règle à quelqu'un qui n'a pas compris à quoi servait un pilier gauche, à quoi servait un pilier droit, à quoi servait un deuxième ligne numéro 5, numéro 4 et les morphologies de chacun, avant d'expliquer la règle, je vais d'abord expliquer ça. Et c'est vraiment, et j'ai généralement que des gens en face de moi qui aiment le rugby, qui ne le connaissent pas. Et voilà, donc c'est sympa. Je trouve que c'est bien. Ta façon de voir les choses est excellente. Bon, c'est cool. J'ai compris, il va m'envoyer une facture à la fin. Putain, c'est une conférence, merde. Non, pas du tout. Du coup, Christophe, ça va être à toi de nous expliquer un petit peu. Je sais que voilà, toi, tu es entraîneur spécialisé dans la mêlée. Est-ce que tu peux et pas que, bien évidemment, mais là, c'est la partie qui nous intéresse de tes nombreuses compétences. Je sais qu'apparemment, tu fais une excellente sangria, mais on n'est pas là non plus pour ça. Au chalet à Célis-du-Berne, très bon vin. Ça. Et après, les piliers étaient beaucoup plus performants aussi à l'époque, avec la sangria. Avec la sangria. Ouais, je me doute. Alors, Christophe, on a un petit souci de connexion avec toi. Ouais. Donc, prends ton temps. Franchement, prends ton temps. Ça lag un peu, mais c'est audible. Je ne sais pas si, Christophe, il y a moyen que tu te rapproches peut-être de ta box ou alors autrement que tu passes en 4G en partage de connexion. Wow. Parce que c'est vrai que si c'est que, envisageable, ou te rapprocher de ta box peut-être dans un premier temps. De ta box, donc je l'ai dans la cave derrière. Donc, tu l'as. Compliqué. Je comprends. C'est pour dire. Ça peut mal terminer cette affaire après. Pour avoir une bonne Wi-Fi, il faut la mettre là où il y a le vin. Ça, c'est pourquoi les copains, ils arrivent à m'entendez là. Ouais, alors. Oui, on t'entend. Je pense que peut-être un petit test, ce serait d'utiliser le lien que je t'ai envoyé, mais avec ton téléphone. Peut-être en faisant fonctionner le réseau mobile, ça marchera sûrement mieux. Je pense. Parce que tu parlais de 4G, mais il y a la 5G qui fonctionne super bien. En fait, je suis dans les landes profondes et j'ai même pas de réseau. Ah oui, réseau téléphonique, compliqué. Ah oui, alors à partir de là. Non, mais on va le faire comme ça. On va tendre l'oreille et on va être patient. Voilà, ça va mieux là, non? T'as bougé, Christophe, là? Ça va mieux là. Ouais, je me suis approché. Ah, c'est mieux. C'est mieux. En tout cas, au moins, le son, c'est bon. La première chose que je veux te dire de la mêlée, c'est que c'est du combat collectif et c'est un gros combat et que je souhaite vraiment qu'on le garde longtemps parce que c'est ce qui fait qu'au rugby, il
Il y a des petits et gros, des grands et des costauds, et que si on édulcore la mêlée parce qu'on a envie de faire du spectacle et qu'on fait évoluer la règle, on aura des troisièmes lignes qui vont jouer pilier et on n'aura plus ce qui fait la beauté du rugby, c'est-à-dire la mêlée. Voilà. Combien d'équipes ont gagné des matchs parce qu'ils avaient une mêlée concurrente. Et une mêlée, c'est effectivement quelque chose de très technique avec le toucher collectif. C'est vraiment un travail de force ensemble et avec en plus des adversaires qui s'opposent et qui veulent faire la même chose. Donc, une mêlée, c'est quelque chose de compliqué. Et d'autant plus compliqué qu'il y a l'adversaire en face qui essaie de faire la même chose. C'est quelque chose d'éprouvant, de très dur physiquement. C'est pour les amateurs de corrida, on peut faire. Je dis souvent aux joueurs que c'est la pique, voilà, la pique du taureau, c'est-à-dire on fatigue l'adversaire sur la mêlée et on est plus fort. Si on est plus fort en mêlée, physiquement, on le bat, psychologiquement, on le bat aussi. Et, donc ça joue énormément. Je vous dis aussi, et Laurent, je suis content qu'il soit là parce qu'on va voir son analyse. En fait, tout le monde parle des piliers qui trichent, qui vont en haut, qui vont en bas, qui n'ont pas de poussée axiale, mais simplement les mecs qui sauvent leur vie. C'est-à-dire, quand tu vas prendre une poussée collective dans ton dos et qu'on te met la même pression, à un moment, c'est soit tu as les côtes qui pètent, et soit à un moment, ben, tu vas en bas, tu vas en l'air, parce qu'il faut évacuer la pression. Donc, c'est de l'horlogerie fine, la mêlée, vraiment. Et pour avoir de belles mêlées, il faut que l'adversaire soit dans les mêmes dispositions que toi. Et c'est souvent très difficile pour des arbitres de trouver quel est le pilier qui est un peu roublard et qui va se servir de la force de l'adversaire pour essayer d'avoir une pénalité ou d'orienter une mêlée. Alors, je ne sais pas si on peut commencer l'analyse par rapport à ça. Christophe, on t'entend parfois pas très bien. C'est pas évident. Christophe, on va peut-être tenter de te récupérer qu'en audio et pas en vidéo pour garder pour mettre que de la bande passante sur l'audio. Du coup, il vaut mieux qu'ils quittent et qu'ils reviennent en recliquant sur le lien. Ouais, je pense. Ouais, ça permet de rafraîchir le truc. À tout de suite. À tout de suite. Ce qu'il disait, c'est que je ne sais pas si vous avez tous pu entendre dans le chat. Ouais, bah, tu as entendu Laurent, il évoquait cette idée-là que chaque mêlée est un duel et à chaque fois tu fatigues l'adversaire, que ce soit psychologiquement ou physiquement. Et c'est ultra stratégique. En fait, toutes ces mêlées que tu as dans les matchs, bon, parfois tu en as beaucoup trop, mais parfois il y en a, quand tu en as 10, 15, elles ont chacune une importance. Ah, elles ont chacune une histoire. C'est-à-dire que quand tu es arbitre, on t'apprend à ne pas avoir de préjugés entre chaque mêlée. C'est-à-dire qu'il y a une mêlée qui s'est mal passée pour une équipe, que tu as probablement pénalisée ou qui a été mise sur le reculoir. La mêlée suivante, quelques minutes après, peut dire totalement l'inverse. Parce que, comme il a dit, c'est des forces, c'est une horlogerie très fine. Il suffit qu'à 1 centimètre près, tu as un appui qui est mal rentré ou qui est mieux rentré que ton adversaire et tu prends le pas pour 1 centimètre d'appui qui est différent par rapport à ton adversaire. Et on a appris aussi à ce que les gabarits ne soient pas une image qui reflète une force dans une mêlée. Moi, j'ai vu des gabarits plus secs, plus denses, bien plus puissants qu'un très gros gabarit en face. Alors, est-il de retour? Ouais, alors là, c'est bien, là. Bah là, c'est incroyable, c'est le jour et la nuit. Bah, magnifique. Là, c'est super. À ne Avec changer le rien. téléphone connecté au Wi-Fi. Bah écoute, c'est pas mal. Normalement, on va te récupérer dans quelques instants. Ok, là on est bon. Ouais. Alors normalement ça va le faire là. Oh là, bah ça a coupé. J'avoue que. Ah non, c'est. Donc les conneries de tout à l'heure, il faut que je les dise à nouveau.
Non, on t'a entendu non, tout à Non, non, l'heure, on, Christophe. on t'a compris tout à On l'heure. t'a entendu, mais T'inquiète en pas. fait, ça fait très saccadé, c'est pour moi. C'est que ça coupe en fait. C'est Canal Plus quoi. Quand t'as pas Là, ça l'abonnement va à mais sans l'époque. le décodeur. Juste quand t'as pas payé, quoi. Ouais, Ah, ça allait, mais ça va plus. ouais, Ça allait, mais ça va plus. chut, Ça risque ça a d'être chuté. compliqué là. Quand t'étais minot, que tu regardais les films le samedi soir et que t'avais pas d'abonnement. Voilà, tu devais cligner les yeux très vite. Ah, effectivement. Non, Ouais, mais ça, c'est compliqué Ah, là. c'est un peu mieux. On a un peu d'accalmie, Christophe. C'est cool. Ouais. C'est cool. Si vous allez l'entendre, les Vous me copains, dites. là, c'est juste. Ouais, ça reste compliqué. C'est un peu. Je pense qu'il faut couper la vidéo et garder que l'audio hein, dans ce Ouais, cas-là mais je sais peut-être. pas comment couper la vidéo et garder que l'audio. Il faut qu'il se connecte juste avec. Tu peux te On va connecter lui renvoyer un lien juste avec l'audio. Non, Ah, mais c'est en fait, quand tu te Christophe, en connectes, fait, tu quand peux tu choisir rentres. de ne pas mettre la vidéo en mettant. Ouais, Ah oui, sans ça. vidéo. Ouais, c'est vrai, Voilà. ça me l'a proposé. Ça, Ouais. c'est Ça m'a dit ce que avec je Ah. vidéo ou sans vidéo. Ouais. Là, Là, c'est mieux pour vous ou pas? ah ouais, on entend bien. Là, on t'entend bien. Ah ouais. Parce que là, c'est mieux. Ah Ouais, ouais, là, c'est c'est mieux. beaucoup Ouais. mieux. Là, on t'entend parfaitement. Bon, je bouge plus. Alors, voilà. ce qu'on disait, Christophe, c'est que C'est top. ce que tu disais et sur lequel on rebondissait, c'est que chaque mêlée a sa propre histoire. C'est ce que disait Laurent dans un match. Ouais, effectivement. Alors, à moins qu'il y ait une mêlée vraiment dominatrice, mais il y a quand même des gars qui combattent et qui essaient de trouver des parades. Et pour moi, le pilier qui est bon, c'est pas celui qui est le plus fort, mais c'est celui qui sait jouer avec la force de l'autre, un peu comme on peut être Ouais. partenaire au judo. Voilà, donc j'ai connu des piliers, moi, très très forts, mais être incapable de stratégiquement faire front face à un pilier qui allait lâcher un petit peu, et le mec qui poussait tellement qu'il tombait au sol, ou allait lâcher une épaule. Donc voilà, il n'y a pas que être fort, il faut effectivement être fort, mais il faut être très, très réactif sur savoir comment va jouer l'adversaire avec moi. Alors, comment C'est tu veux ce qui est très procéder, dur. Mike? Est-ce que tu veux qu'on détaille un peu poste par poste? Franchement, moi, je trouverais ça intéressant de voir ça. Tu vois, genre, Mhm. en gros, une mêlée, donc c'est 8 contre 8. On est à peu près tous au courant quand même. Maintenant, il y a quand même. On parle souvent du gros travail des premières lignes, du talonneur qui sont plus mis en avant. Les secondes barres sont souvent peu mis en avant, mais un petit peu quand même. Et les flanqueurs, le 8 est. Après, tu vois, plus tu t'éloignes de la zone d'affrontement, finalement, plus il y a de la technique, mais tu es moins mis en avant sur une mêlée, tu vois. Donc, Moi, je crois vraiment, Christophe dira qu'on parle d'abord du 5 de devant. ouais. L'unité, le cœur, le cœur de la mêlée, c'est le 5 de devant. Je pense que Christophe, s'il arrive à nous détailler le pilier gauche par rapport au pilier droit, bah, déjà il a une épaule libre. Voilà, il a une épaule libre, donc forcément C'est il ça. a moins de puissance, mais plus de technique. Le pilier droit, qui est souvent plus volumineux, un Antonio par rapport à un Cyril Bay, on voit déjà qu'il y a une différence énorme de gabarit. On sait aussi que le numéro 5 par rapport au numéro 4, le numéro 4 est souvent un garçon très élancé, avec un gabarit, mais le numéro 5, lui, est une poutre parce qu'il faut qu'il soutienne le pilier droit et son talonneur. Et le pilier droit a les deux épaules prises et il y a deux bonhommes sur les épaules. Donc ça, je pense que c'est intéressant que Christophe nous élargisse les rôles de chacun, déjà par rapport à leur gabarit et par rapport à la technique des deux. Quel est leur intérêt? Non, c'est effectivement ça. Le pilier droit, le talonneur, en fait, ils ont les deux épaules prises. Ils ont deux adversaires. Donc, au niveau des forces, il a une pression énorme, donc des morphotypes différents. Donc, souvent, les droitiers, ils sont déjà lourds aussi. Maintenant, à un haut niveau, tu as des piliers droits qui font 130, 135 kg, où on leur demande d'impacter très fort et d'être en place, c'est-à-dire être en position de squat et être capable d'absorber la pression et de rester pendant quelques secondes, avec une pression très très forte, sans bouger le temps que le ballon soit digéré. Le talonneur, il a aussi les deux épaules de prise, mais maintenant le talonneur, et je trouve que c'est très bien, le talonneur, il talonne. Donc pendant l'instant où il va lever le pied pour amener le ballon dans son gant, il va être appuyé sur une seule jambe. Donc aussi pression maximale. Et c'est pour ça que cet axe droit, avec le pilier droit et le deuxième ligne, c'est souvent des jambes très solides. On voit des 5 massifs qui aussi avoisinent au plus haut niveau, les 130 kg.
on parle souvent d'avoir un axe droit solide. Et le gaucher, souvent, ça peut être un joueur un peu plus grand. Et au contraire, lui, on va lui demander de lever le pilier, enfin de lever, d'avoir une poussée plus haute que le pilier droit adverse. Parce que lui, justement, il n'a qu'une épaule, il n'a que son épaule droite qui est, Oui, parce qu'on qui est se pose la coincée dans la question mêlée. pour s'il y a bien quelque chose que tout le monde a compris sur la mêlée, c'est qu'il y a l'idée de pousser. Christophe, est-ce que la poussée du pilier gauche et la poussée du pilier droit est la même? Est-ce que par exemple, toi, tu demandes à un pilier gauche ou un pilier droit d'avoir la même poussée ou les deux ont un rôle différent dans leur façon de pousser, justement? Alors, l'entraîneur que je suis, qui applique à merveille les règles, va te dire que le pilier droit a vraiment une poussée axiale. Je lui demande, avec son bras droit et son coude droit, de bien verrouiller le gaucher adverse et d'avoir une poussée axiale. A contrario, le gaucher, le pilier gauche, je lui demandais de lever son coude, de faire un gros travail avec ses cervicales et d'avoir une poussée qui va être plutôt de bas en haut. Voilà. Pour moi, la mêlée, en fait, on a tendance à avoir cette idée de dire qu'il faut pousser droit, et sauf que droit, c'est pas l'axe qu'on a. C'est légèrement décalé l'axe d'une poussée du mêlée. C'est ça. Du fait qu'il s'emboîte en diagonale. C'est ça. Parce que forcément, on peut pas y aller tête contre tête. Donc en fait, l'axe d'une mêlée, c'est pas nord-sud, quoi. C'est clairement, c'est un léger décalage, un petit peu sur un côté, et l'axe de poussée est légèrement décalé. Laurent, tu confirmes ce que je dis ou pour toi, c'est des conneries? Non, je rebondis sur ce que tu dis, je rebondis sur ce que dit Christophe. Moi, on m'a toujours dit quel est l'objectif des piliers. Pour comprendre la mêlée, pour bien l'arbitrer, il faut la comprendre. Et on m'a toujours dit le pilier droit, son objectif, c'est d'éclater la liaison entre le gaucher et le droitier. Et le talonneur, pardon. C'est pour ça souvent qu'on voit les gauchers avoir l'épaule droite sous le talonneur et qui essaye de refermer au maximum l'angle avec son talonneur pour empêcher le droitier de s'immiscer et d'ouvrir la mêlée en deux. Et l'objectif du gaucher, c'est ça, qui est décalé, donc qui a une épaule libre, c'est de passer sous le droitier. Et quand il arrive à passer sous le droitier, il le lève légèrement. Donc, quand tu veux pousser quelqu'un et que tu as les appuis légèrement relevés, forcément, ta puissance, elle disparaît quasiment de moitié, voire totalement. Et donc, l'objectif du gaucher, c'est de, tout en restant droit, passer sous le droitier pour l'empêcher de pousser et de dominer. Et le droitier, lui, ce qu'il va faire, c'est, on voit souvent avec son épaule, il va verrouiller, il va empêcher le gaucher de passer sous lui, justement pour ne pas perdre cette mêlée. Donc, ils sont capables d'aller jusqu'à écraser le gaucher et le faire tomber parce qu'il est en train de perdre le droitier, donc il le fait tomber. Et le gaucher, lui, va avoir tendance, pour passer plus facilement sous le droitier, à décaler ses appuis. C'est pour ça qu'on dit, vous, monsieur le gaucher, vous avez décalé vos appuis et vous êtes passé sous le droitier, parce que le gaucher, il cherche à se décaler au niveau de son bassin et au niveau de ses appuis au sol, et il passe sous le droitier pour le relever. Donc, quand on connaît l'objectif… C'est pour ça qu'un gaucher qui tombe, c'est un gaucher très souvent pénalisé? Un gaucher va être pénalisé, oui, mais à une époque, il y a une dizaine d'années, on nous disait à nous les arbitres, le premier qui tombe, c'est celui qui a perdu, enfin qui est en faute. Oui. Ce qui s'est révélé totalement faux. Souvent, le gaucher, il se met à dominer son droitier, donc à lui passer dessous, mais sans lui tourner autour, hein, donc passer légalement dessous. Et là, le droitier qui n'accepte pas de se faire passer dessous, de se faire prendre, va généralement utiliser son bras pour le verrouiller et le faire tomber. Donc là, on est dans l'analyse plus que dans l'image globale. Il y a une question de The Luxoman, Laurent, pour toi. Je la pose telle quelle, brute. Comment est-ce que tu estimes si une mêlée tourne et comment tu donnes la pénalité? Et parce qu'il dit, voilà, in fine, un pilier peut faire exprès de moins pousser. Bien sûr, il y a une stratégie parce que l'entraîneur qui est Christophe va mieux nous l'expliquer, mais en tout cas, il y a des orientations de mêlée qui se font dans le jeu suivant les positions du terrain pour ouvrir un angle et pour enfermer les flanqueurs. On parlait des flanqueurs tout à l'heure, des troisième lignes. L'idée, c'est d'enfermer les flanqueurs et d'enfermer le numéro 9
suivant comment on oriente la mêlée. Donc, il y a effectivement des stratégies qui font qu'un pilier va accepter de reculer et un autre de pousser plus fort. Donc, il y a des volontés de tourner la mêlée. Il y a aussi des façons de tourner la mêlée involontaires où là, tu as un pilier carrément qui va subir la pression. Par exemple, un gaucher qui subit complètement la pression de son droitier. Et là, il va lâcher complètement et forcément, la mêlée va tourner. Donc, il y a plusieurs façons de tourner la mêlée. C'est soit stratégique, volontaire, mais là, il n'est pas interdit dans la règle de tourner la mêlée jusqu'à 45 degrés. On peut tourner la mêlée, on peut orienter, c'est pas tourner, c'est orienter la mêlée pour orienter le départ du jeu. C'est pas interdit, ça peut être stratégique, il n'y a aucun problème. Attends, mais alors, la ligne, c'est très intéressant. Non, je trouve très intéressant. Tout ce qu'a dit Laurent est très très juste. Et je me demande s'il n'a pas déjà joué pilier. Alors, je parlais de l'entraîneur qui était très propre et qui voulait que son équipe soit propre. Et c'est souvent le cas maintenant au plus haut niveau. On a des mêlées très propres. La vérité maintenant, c'est que bien évidemment qu'on demandait au pilier droit de croiser et d'avoir une poussée qui était vraiment orientée sous le talonneur. Vous comprenez? Donc, pour aller orienter sa poussée sur le talonneur, mais au lieu d'avoir cette liaison, et maintenant, les arbitres, Laurent va me le dire aussi, sont très très attentifs à la liaison du droitier qui doit aller chercher très très loin. Mais évidemment, on demandait au droitier de lâcher un petit peu sa liaison de manière à pouvoir s'enrouler et avoir une poussée qui aille vers l'intérieur sur le talonneur. Et en fait, il s'effaçait de son adversaire pilier gauche pour mettre une grosse pression au niveau de la cage thoracique sur le talonneur. Pendant que son coéquipier talonneur, lui, il avait la poussée inverse, c'est-à-dire que lui, il allait pousser aussi, il allait pousser de gauche à droite sur le talonneur, si bien que le talonneur est pris en étau. Et alors, quand on faisait ça, souvent, quand l'équipe adverse avait l'introduction, parce que le talonneur doit se focaliser sur le talonnage, sur le gain du ballon. Et toi, tu as tout loisir de lui exercer une pression très très forte. Et c'est vrai que les règles maintenant sont subtiles et adéquates pour que justement éviter ce genre de triche. La deuxième chose, comment pour un observateur sur une mêlée, tu observes quoi? Tu observes les épaules, tu observes comment il s'est mis. Tu me laisses faire l'arbitre, Laurent? En fait, les observables pour moi, ce qui est important, c'est la main droite du pilier droit. C'est-à-dire, elle doit être loin sur le flanc de l'adversaire. Tu me confirmes, Laurent, si c'est bien ça. Et à partir du moment où tu as le droitier qui lâche sa liaison et a une liaison courte, et puis tu vois qu'il oriente son angle de poussée vers l'intérieur, tu peux te dire que quand tu me dis loin, pour que tout le monde comprenne, tu estimes quoi? Milieu de côte? Ça va dépendre de la taille du gaucher. Si c'est Karl Lehmann, ça pose problème. C'est exactement ça. J'ai des gauchers à 1m95 et j'ai des gauchers à 1m75. Donc, ça va être très compliqué de juger. Mais je rejoins Christophe. Pour répondre plus clairement à un novice qui, tu l'as dit tout à l'heure, qui adore le rugby, mais qui l'a mêlé. Et bon, il crie ce que crie son voisin spectateur, la même chose. Ce qui arrive très souvent. Hein. Moi, j'ai plein de collègues qui me disent, moi, je crie ce qu'on crie à côté de moi. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Il lâche le pilier gauche, il lâche. Forcément. Un observable, arbitrable et facilement regardable, c'est regardable, ça se dit pas trop, mais c'est pas très grave. C'est l'axe de poussée. Voilà. Dès que les joueurs vont avoir tendance à faire varier pour le pilier droit son bassin et pour le pied gauche aussi son bassin à s'écarter, parce que le droitier, comme l'a dit Christophe, il va avoir intérêt à passer sous le talonneur pour lever le talonneur et pour faire un mec de moins qui pousse. Et le gaucher aussi, il va vouloir décaler. C'est ce qu'on regarde en premier. Et pour finir sur ce qu'il disait tout à l'heure, Christophe, avec le talonneur et le droitier, souvent on voyait des talonneurs adverses qui sautaient comme on dit ça comme des bouchons de champagne. Très clairement, quand un talonneur saute comme un bouchon de champagne, c'est qu'il a une pression telle dans ses côtes, ça fait très mal. Hein. Ayez une tête dans vos côtes et demandez au mec de pousser dans vos côtes, vous allez voir à quel point ça fait mal. En additionnant ça à deux ânes qui te poussent au cul aussi, il faut quand même. Eh ben, l'observable, très clairement, les droitiers le font quasiment plus de faire péter le talonneur parce que c'est facilement observable. Moi, quand un talonneur pète comme ça, comme un bouchon de champagne, je sais très bien
qu'il a le droitier d'un côté sous les côtes et le talonneur de l'autre côté. Donc, généralement, c'est l'équipe adverse qui prend la pénalité et pas celui qui vient de sauter comme un bouchon de champagne. Ouais. Alors, tu sais, ça me fait mal aux côtes encore, parce que ça me rappelle des vieux souvenirs de 1992 où on avait joué contre Toulon et en face, il y avait des Brandlen, des Dazal Martini. Et je me rappelle même, tu vois, c'était à la 6e minute, c'était marqué dans Midol. Et tu te faisais bien croiser, je m'étais bien fait croiser, et tu laisses les côtes. Quand tu dis donc c'est parce que tu avais pris pression de chaque côté. C'est ça. C'est qu'en fait, le droitier adverse, hein, mais au lieu de pousser sur le gaucher, il efface son épaule. Son axe de poussée, il le met sur le talonneur. Et comme je te disais, le talonneur adverse, il a une poussée inversée sur toi. Donc tu es pris en sandwich, tu es pris en étau. Et ça fait très mal. Christophe, le talonneur, il subit plus qu'il inflige, j'ai l'impression quand même. Et il subit parce que, alors à l'époque, on revoit, hein, Laurent, tu vas me dire, toi qui es au niveau, on revoit des mecs talonnés. Autrefois, tu faisais que ça. Tu talonnais sur ton introduction, tu talonnais sur l'introduction adverse. Donc, tu étais beaucoup plus libre, mais tu prenais aussi beaucoup de pression. C'était moins ordonné, la mêlée, qu'elle ne l'est maintenant. Les pressions étaient plus faibles parce qu'il n'y avait pas les gabarits réellement qu'il y a maintenant, mais la triche et la violence étaient beaucoup plus importantes. Voilà. Encore des familles qui décrochent, mais moi, à faible niveau, c'est des choses qu'on connaît, ça, bien évidemment. Oui, non. Tout ça, c'est quand même démocratisé. Hein. Aujourd'hui, on va parler du haut niveau, celui qu'on regarde à la télé. Attention, hein, je ne mélange pas. Mais même en national, national, fédéral 1, ça c'est quand même un peu moins, mais c'est quand même démocratisé, c'est-à-dire que c'est bien moins violent. La mêlée, moi j'ai l'exemple de Christian Califano, qui à l'époque, quand il a fait son expérience sud-africaine, aux Sharks. Aux Sharks, les Sudaf, quand il est arrivé, il a joué à la française. C'est-à-dire comme il savait faire, quoi. Je veux dire, pousser en travers, passer sous le droitier, etc. Et bien, de lui-même, il a dit, les Sudaf lui ont dit, stop, Christian. Ici, nous, la mêlée, c'est pour lancer le jeu. Et quand tu pousses droit. C'est ça. Et ils lui ont demandé d'arrêter de tricher, entre guillemets, d'essayer de prendre le pas sur son adversaire en contournant autour de la règle. Et ça m'avait marqué. J'avais lu ça, je crois, dans un truc, une interview à laquelle il avait répondu. Et les Sudaf lui avaient dit, moi je le côtoie beaucoup, Christian, parce qu'on fait des trucs ensemble, on a des événements ensemble, etc. Je le côtoie beaucoup. Et quand on en parle, il en parle en toute liberté, quoi. Quand il est sorti du championnat français, il est arrivé chez les Sudaf, c'était pas du tout la même chose. Ça n'avait rien à voir, quoi. La façon d'appréhender la mêlée et de la jouer. C'est très vrai, l'hémisphère sud, la mêlée, ça sert à faire un lancement. Et nous, et je vous l'ai dit au début, c'était vraiment une phase de combat. Et je trouve que c'est important. Et j'aimerais qu'on garde ça en France. Voilà, qu'on ait toujours cette volonté d'être performant en mêlée, parce que malgré tout, une mêlée qui te défonce son adversaire, à l'arrivée, c'est souvent en tout cas, les mêlées gagnées ou perdues sont toujours des momentum de match ultra importantes. Et ça change des physionomies. J'avais entendu ce qu'avait dit Christophe au tout début quand il a fait sa présentation, et j'ai peur, Christophe, que la World Rugby n'entende pas tout à fait de la même façon. Mais alors, je te l'ai dit parce que je sais que les mecs, ils veulent du spectacle. Mais pour moi, c'est contre-productif parce qu'on n'aura plus le rugby qu'on connaît. Le rugby, c'est beau aussi parce qu'un adversaire, il a été châtié, il a été dominé, et que quelque part, tu peux dérouler ton jeu, tu peux le rouler dessus parce que tu l'as battu dans le combat. Et j'ai peur que si on est des mecs qui ils font des mêlées, mais ils sont capables de courir, mais comme des troisièmes lignes et tout ça, le jeu en sera moins beau. Je pense que le point de vue de la World Rugby, c'est… Alors, moi, j'entends… j'ai 45 ans, donc le rugby, ça fait un petit moment que j'y suis. Encore toi, encore plus que moi, et tu as joué à très haut niveau. Et les puristes parlent de la mêlée comme tu en parles, avec beaucoup d'amour, quoi. Je peux le dire, hein, très clairement, avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'amour. Ouais. Mais aujourd'hui, la volonté de World Rugby, c'est d'ouvrir notre sport à une multitude de personnes qui n'y comprennent rien. Je suis désolé d'employer ce terme, mais… En fait c'est exactement
pourquoi on fait cette émission, ça met le doigt sur un truc que nous, rugbyman, on l'adule, mais qui est très compliqué à comprendre pour les autres. Même Alors, déjà pour nous, mais pour les autres. Donc c'est... Dans notre cercle, on aime cette mêlée, mais malheureusement, si on veut ouvrir notre sport, on peut pas faire des mêlées qui sont comme ça, sous pression, où on y passe beaucoup de temps, où on fait beaucoup de mêlées. Le rugby, à un moment donné, elle voulait éliminer la mêlée. Il faut s'en rappeler quand même. Elle voulait carrément abandonner la mêlée. Donc, Christophe, reste avec nous, Christophe. Ils l'ont pas fait, Christophe. Ils l'ont pas fait. Depuis 2 saisons, où ils ont autorisé le 9 mais tu sais, à mettre son épaule gauche dans le couloir, tu as bien compris le message que bon, Introduis chez toi, dépêche-toi. Mais tu sais, tu disais quelque chose de très juste et intéressant sur la stratégie en mêlée. Et c'est vrai que si tu as une équipe si tu as l'introduction pour toi, et si tu as une équipe qui est forte, qui est capable de digérer le ballon et d'exercer une poussée au niveau du droitier, ou alors de ton gaucher qui recule un petit peu, de manière à orienter la mêlée, et bien tu vas te trouver avec ton troisième ligne centre directement sur le 10 comme premier défenseur, puisque les flanqueurs adverses seront coincés à la mêlée. Et là, c'est plus pareil. Et qu'est-ce qui se passe là? Tu es de suite sur la ligne de front, tu vas l'imposer sur le 10 adverse avec du déséquilibre, donc derrière du jeu. Donc je dis tout simplement, attention, si on édulcore la mêlée, et les défenses vont être de plus en plus fortes. Or, ce qui fait la beauté du rugby, c'est qu'il y ait un pack qui prenne le dessus sur l'autre, ou un attaquant qui prenne le dessus sur son vis-à-vis pour créer des équilibres et voir du jeu. Parce que sinon on va trouver des lignes de défense à 13 mecs et qui sont capables physiquement, parce que ce sont tous des athlètes, de défendre pendant des heures. Donc je vous parlais tout à l'heure de la corrida qu'on connaît nous dans le sud-ouest, et du taureau qui passe par la pique pour le fatiguer. Et si tu n'as pas de combat en mêlée, on va se retrouver comme à 13, les mecs ils vont se poser, on va talonner, on va digérer, on va éjecter le ballon, et puis à la limite tu mets des ailiers en première ligne, quoi, des mecs en troisième ligne qui ont de la caisse. J'exagère, mais je crains que... Je pense qu'ils sont à la limite là, de modification, etc. Déjà, je te dis, cette histoire de 9 qui introduit avec l'épaule gauche au milieu de la mêlée, déjà. Déjà, tu enlèves le combat du talonnage, quasi. On demande quand même au talonneur de talonner. Il faut que le ballon soit talonné, malgré tout. Est-ce qu'au niveau professionnel, les piliers, toute la première ligne peut talonner? Ou c'est qu'un niveau amateur, ça? Bien sûr. Non, toute la première ligne peut talonner. Il faut que le ballon soit un pied et puis pied gauche ou pied droit. Ça n'avait pas été changé, Laurent? Non, ils y sont revenus. Le pilier peut talonner? Ah ouais. Alors, là aussi, l'intérêt que tout le monde talonne et talonne sur introduction adverse, c'est créer de l'incertitude. C'est que l'équipe qui était attaquante et possédait le ballon, si elle perd le ballon sur l'introduction, elle se retrouve mal positionnée pour défendre. Bien sûr, bien sûr. Vous comprenez? Donc, ça crée aussi des espaces. Donc, l'incertitude de la conquête, en ce sens, moi, je trouve que c'est vachement intéressant. Si on a des conquêtes où on sait que tu vas avoir le ballon à 100% et que tu ne vas pas te fatiguer en mêlée, tu vas pouvoir courir pour défendre. J'ai une petite question, Christophe, parce qu'on parle beaucoup des piliers, mais le talonnage, c'est aussi un art. C'est quand même pas, c'est pas juste faire une sorte de talonnette, de talonnette dans son camp. Il y a un gros travail technique sur la position des jambes, des appuis, et je crois qu'on croise la première fois que j'ai vu de ma vie, quand j'ai commencé le rugby, que j'ai vu un talonneur talonner. Je dis, mais pourquoi tu talonnes en croisant comme ça? Parce qu'il y a une façon, en fait, de talonner. Explique-nous un peu, Christophe. Alors déjà, tu as une orientation du bassin. Le bassin, au lieu d'être orienté face à l'adversaire, tu vas avoir le bassin qui va être vraiment orienté vers l'introduction. Ton pied, alors ton quatrième pied, si tu talonnes avec le pied droit, tu ne vas pas le lever tout droit. Tu vas essayer de faire je vais appeler ça une balayette, et ton pied droit, tu vas l'orienter, tu vas essayer d'aller chercher le ballon dans les mains de ton demi de mêlée. On va faucher, voilà. Donc il faut vraiment que ton bassin soit orienté. Si l'introduction est à gauche,
Pour la ta mêlée. jambe gauche, elle te fait appui, et ta jambe droite, elle va passer à gauche de ta Ouais, jambe c'est ça. gauche pour talonner? Oui, exactement. Exactement. Et tes pieds, au lieu d'avoir tes pieds orientés face à l'adversaire, tes pieds vont être Donc c'est vraiment le pied orientés droit qui va vers chercher l'introduction. l'introduction qui est à gauche. Alors tu peux, si tu veux digérer très très rapidement et avoir un talonnage précis, c'est-à-dire savoir où tu vas le mettre dans les pieds de ton... Parce qu'avant, on pouvait faire sortir le ballon sur les Alors, je crois que troisième troisième ligne ligne L. L, je pense qu'il allait dire. Ça, il est en train de donner les secrets de la mêlée, et voilà, on nous coupe, comme par hasard. Ouais, ça- Ouais, sachant juste, réglementairement parlant, pas d'obligation de t'introduire à gauche. Hein. Bien sûr, non, bien sûr, ouais. bien sûr. On peut aussi introduire à droite de la Ouais, mêlée. c'est vrai. Ouais, ouais. 100% Mais- des mêlées mais- s'introduisent à gauche Tout- pour des raisons physiologiques et techniques que Christophe sera plus à même que nous à expliquer, mais voilà, et c'est pas une surtout que obligation t'es prêt, d'introduire à gauche. On peut introduire à droite. Ça mais- peut donner des si- idées. Souvent si- parce que si- les talons sont droitiers. de Alors, pied. Surtout souvent parce que j'avais fait moins la grande, connerie. c'est pas qu'une histoire de talonneur, il n'y a pas que ça. Mais je veux pas m'avancer dans une explication que je vais perdre très c'est surtout rapidement. Christophe est là. Christophe va nous expliquer mieux que nous. Non, je pense que la logique, surtout elle est que si ton talonneur, il talonne avec le pied droit, il affaiblit le côté qui est lourd. Mais comme ton côté droit est plus lourd que ton côté gauche, il vaut mieux sanctionner un appui, sachant que tu as 2 poutres à droite, que sanctionner un appui où tu as quelqu'un de faible qui subit la pression d'un droitier. Christophe. C'est une explication qui tient la route. Mais Alors, maintenant, est-ce que Christophe, c'est ça? Je C'est crois la que les bonne. gars, Il n'est pas là, Christophe, Alex. non, pour Il moi, est pas là, plus il simple. faut qu'il Alors, se reconnecte. Si, il est là. je vais vous faire une Si, il est là. confidence. Moi, je l'entends. Non, il est pas là, il est pas là, Je- il est pas là, mec. Non, mais il est T'entends là des qu'avec fois, toi. là. Non, Vous nous, on l'entend m'entendez pas. Ah non, Ah, il moi, est je là, l'entends. le mec. Ah, moi, je l'entends parfaitement. Vous m'entendez? Parce que tout Non, à l'heure, mais- en fait, depuis tout à Dans l'heure, ta tête. il vous Moi, parle. je... Mais Ah. Ah non, Alex, il Non, est plus là, dans mon il truc. est plus là. Ah, moi, je l'entends parfaitement. Ah bah je pense qu'il faut se Il nous entend, il vient déconnecter, de se nous entendre reconnecter tous. comme tout à l'heure. On l'entend. Et tu vois, ils l'entendent. Hein. Attends, En fait, parce que là, tout à l'heure, je vous depuis tout entends à l'heure, tous. c'est pour ça que je me disais, C'est mais pourquoi complètement tout le monde fou, parle ça. quand Christophe Donc parle? en fait, il y a le chat qui l'entend, Alex qui Ah, l'entend, Ouais. et Laurent et moi. Est-ce que on je peux l'entend dire pas. que... En fait, c'est Et Laurent, est-ce moi que je peux et dire Aymeric, que on n'a pas le Laurent... droit d'écouter ces explications. Alors attends, est-ce que tu peux te connecter, Incroyable. te déconnecter, te reconnecter, Christophe? Parce que eux, ils t'entendent pas, moi je t'entends super bien. Mais c'est pour ça que je me disais. Ouais. Merde, Est-ce bah que oui, je peux parce que dire si on que- parle dessus depuis que tout à l'heure, on j'en s'excuse, profite, hein, je suis Cardona, désolé. c'est une trompette. C'est clair. Cardona est une trompette. Reconnecte-toi. Tu peux pas comprendre un truc et on l'écoute pas. Vraiment. Je me- Alors, On était à fond je- dedans. Oui, il a dit Cardona est une trompette. Voilà. Ah, je connais Christophe. Il peut être excessif des fois en match, mais en dehors, pas trop. En Non, match, mais- des fois, quand même, je l'ai vu s'exciter. Ah, mais tu sais C'est que vrai c'est pour ça que vous parliez des appuis. Et en fait, il était en train de tout expliquer, Christophe. Je me disais, mais pourquoi il l'écoute pas? Ah Parce ouais, qu'il non, est en train non, d'expliquer on pourquoi est pas- il se positionne ainsi. avec Laurent et Joseph, hein, on était Ouais, pépère. on était bien. C'est Oui, quelle parce que époque Nous, tu sais, visiblement, on n'a jamais joué talonneur. Ouais. Oui, Ah, Bascule, ça y est. bascule qui en son et ce sera bon. Ouais. ouais, mais toi, Ah merde. C'est quand Ouais. c'est quelle époque où vous vous êtes croisés sur les terrains? J'étais à Béziers, Christophe, non? Ouais. J'étais à Béziers. C'est ça. Alors, on va reparler de l'introduction Ouais. du côté droit. Alors, pour moi, C'est ça. pourquoi? Alors, Ouais. déjà, je vais vous faire une confidence à Béziers. Justement, j'avais voulu le faire avec Valentine à la mêlée. On s'est dit qu'on va avoir des mêlées à droite du terrain. Et c'est tout à fait L'Australien logique. Josh Valentine. Ouais. Voilà, on va coincer le demi-mêlée adverse et on va introduire à droite. En fait, ce qui se passe, c'est tout simplement le talonneur. Imaginez comme il s'imbrique les têtes. Le talonneur, mon talonneur, il va être plus près du demi de mêlée quand il est à gauche, puisqu'il n'aura C'est ça, que la la tête question. du droitier adverse. Donc, il est plus bien près. sûr. Il est plus près et effectivement, il va prendre moins de pression que s'il allait chercher le ballon à sa droite. Donc voilà, mais après, c'est très juste et stratégiquement, ça pourrait être très intéressant. Merci. Je voulais vous dire aussi les piliers gauche, parce qu'on a beaucoup parlé des droitiers. Le pilier gauche qui est un morphotype différent, qui est peut-être un peu plus grand, qui est plus un coureur. Et il y a des
piliers gauche qui sont drôlement truqueurs, et j'en ai entraîné un pendant des années, et il On va dire son annonçait, nom, c'est ça? je ne peux pas dire qu'il est sélectionné dans une équipe qui va bientôt faire la Coupe du Monde et qui joue encore, donc je ne le Alors dirai là, pas. je vais chercher Mais ça tout ce de que je suite. peux vous dire, que c'était un artiste, et lui, il annonçait et réellement à ses partenaires, et Laurent, tu as dû la voir, ce cas souvent aussi, c'est très très difficile. Et en fait, sur l'impact en mêlée, il refusait l'impact. C'est-à-dire, au lieu de mettre la pression et de pousser, il faisait semblant d'impacter, et il s'effaçait, si bien que le pilier droit, il plongeait, il tombait par terre. Est-ce que vous comprenez? Mais ça, dans tout, moi, c'était une combi de mêlées annoncée par le 9 quand j'étais encore en minime ou en junior, où c'était en junior plutôt, pas en minime, mais en junior où on était en mode, on va prendre très cher, recule d'un pas, et l'arbitre, pénalité pour nous, let's go. Et ça, c'est très difficile. Et ça, je trouve qu'on le voit encore, et même encore au plus haut niveau. Parce que je vous parlais des pressions, mais énormes qu'il y a devant et derrière le mec, comme il doit être solide, et qu'à un moment, tout simplement, juste avec sa main, il va tirer le droitier adverse vers le bas, ou alors il va refuser complètement la poussée, de manière à ce que le mec, il plonge. Et alors là, pour le coup, je me mets à la place des arbitres, mais c'est hyper dur à voir, quoi. C'est hyper dur à voir. Tu peux regarder les appuis de ton gaucher. En fait, si tu vois qu'il n'est pas allongé, et qu'il a ses appuis très très courts, ça veut dire qu'il va essayer de faire plonger son adversaire droitier. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ouais, Laurent, Et donc là, compliqué pour les arbitres, quoi. Ouais, on l'avait étudié ça, ce comportement-là, et c'est vrai que c'était assez simple, quoi. Ouais. On nous avait mis en pilier droit, et on nous a dit, vas-y, viens me rentrer dedans, et étends-toi pour me rentrer dedans, et le mec en face, juste il recule un tout petit peu, plomb. 100% des mecs tombaient par terre à plat ventre, quoi. C'est 100%. Et alors, tu vois, j'avais fait avec Franck Massiello, il avait fait intervenir avec des arbitres de fédéral il y a quelques années. Je suis allé voir et je leur ai montré, les mecs. Je lui ai dit, mais venez en face de moi, je vous promets, je vous fais tomber tous. Et tu simules l'entrée en mêlée, et en fait, au dernier moment, tu t'effaces, quoi. Et tu vas vers le bas, et le mec, il plonge. Tu parles de Franck Maxiello et des arbitres. L'arbitrage. Qui est DTNA de l'arbitrage en France. Ouais. Oui, le patron de la DTNA de l'arbitrage. Tu me donneras ton point de vue, Christophe, mais je pense très sincèrement que depuis 4-5 ans, l'arbitrage de la mêlée est devenu plus performant que ce qu'il n'a été grâce aux interventions comme la tienne auprès des arbitres de fédération, comme William Servat auprès des arbitres du top 14 Pro D2, comme il n'a pas de liaison avec un club. Bon, il est toulousain, on le sait tous, ok, mais étant donné qu'il a l'équipe de France, il n'a quand même pas de lien direct avec les clubs. Et toutes ces interventions de spécialistes de la mêlée de haut niveau a permis aux arbitres, on nous a donné un peu les secrets de ce qui se passe dans la mêlée, et je trouve qu'on va dire 8 à 9 décisions sur 10 sont plutôt correctes. Même si c'est parfait, je dis que c'est correct. Ce que tu dis, ça sous-entend que c'est pas une communication à l'international, du coup. Genre, je sais pas compris la question. En gros, tu nous dis que depuis qu'il y a des spécialistes français de la mêlée qui interviennent et qui parlent avec nos arbitres, l'arbitrage des mêlées en top 14 est sans doute les plus clean. Mais du coup, moi, qui ai l'esprit critique, je me dis, mais du coup, dans les rencontres internationales, ces tips-là sont échangés, pas échangés? Mais ça n'a rien à voir, parce que l'arbitrage de la mêlée à l'international n'est pas du tout aussi complexe que d'arbitrer la mêlée en France. C'est sûr. C'est sûr. Alors, clairement, fais un Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, en tant qu'arbitre, la mêlée, c'est pas ton problème. Ce qui va te poser problème, c'est le plaquage rough. Ils sont à la recherche du bon comportement, en gros, c'est pour ça. Ils sont à la recherche du bon comportement. Ils sont propres. La mêlée sur un match international, déjà, il ne va pas y en avoir 50. Il va y en avoir une dizaine à peine. Ouais, même pas. Et globalement, mes amis argentins vont probablement m'insulter, mais ce n'est pas grave. Quand tu as l'Argentine, la France qui jouent des mêlées, là, c'est compliqué. Mais quand tu fais Nouvelle-Zélande, Australie ou Afrique du Sud, Australie, les mêlées, ce n'est pas un problème. Les mecs, ils rentrent, le ballon, il sort et ça joue, point.
Il ne se passe rien d'autre. En France, la mêlée est compliquée. Mais en France, parce qu'on a des puristes de la mêlée, comme l'a dit Christophe tout à l'heure, des gens qui aiment la mêlée, qui aiment la puissance dans la mêlée, qui aiment marquer l'adversaire dans la mêlée. C'est ça, c'est tout et à qui fait s'en ça. servent comme vraie phase de combat et non pas seulement comme une phase de lancement de jeu, contrairement à nos amis de l'hémisphère sud. Donc, à l'international, ce n'est pas le sujet préoccupant du tout. Ce n'est pas un problème, donc ils n'en parlent pas de tout ça. Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient pour l'équipe de France, du coup, vu qu'on a du vice? On a pensé longtemps que c'était un avantage d'avoir du vice énormément. Rabat Slimani s'est fait énormément sanctionner à l'international, énormément. Donc on a pensé que c'était un avantage. Ça prenait sa carrière internationale. Je crois ce comportement de reculer d'un pas a été énormément reproché à la mêlée du Stade Français, et notamment à Rabat Slimani quand c'était un peu compliqué. Je ne sais pas si c'est. Et à l'international, on demande des choses à nos piliers qu'ils font en top 14, qu'ils ne font plus quand ils sont en équipe de France. Mais parce que les adversaires sont plus propres aussi. Parce que voilà, ça n'a rien à voir avec la. Parce qu'on revient, c'est l'aspect culturel de la mêlée. Il y a toujours un peu de vice. Donc, quand j'analyse les mêlées de l'équipe de France, par exemple, je veux dire, Winnie Antonio, Cyril Bay, tout ça, ils ont toujours un peu de vice, ce qui est normal. Heureusement d'ailleurs, c'est pas des enfants de cœur. Et ça. Je trouve qu'Antonio, c'est un sujet intéressant parce que pour le coup, lui, il débarque avec une expérience de la mêlée qui est nulle. Quand il débarque en France, il est tout de suite pris en main par Patrice Colazo qui est référencé dans la matière. Est-ce qu'aujourd'hui tu estimes qu'il est devenu un pilier à la française alors que de base il est néo-zélandais et ça lui arrivait surtout de ne pas jouer première ligne. Donc et comment est-ce qu'aujourd'hui tu estimes qu'il a réussi à avoir ce côté français du pilier droit notamment? Pas totalement, parce que d'abord il va utiliser sa puissance. D'abord, il va vouloir gagner par sa puissance naturelle ou physique, etc. Ensuite, quand il est arrivé à mettre en difficulté son adversaire, il va l'aider à être encore plus en difficulté. Si le pilier gauche a cédé sous sa pression et qu'il a mis un genou au sol, il ne va pas l'aider à se relever, quoi. Il va plutôt l'aider à continuer à tomber par terre. Mais ce qui est normal, je veux dire, grâce au de son bras droit, il va... D'abord, il l'a dominé physiquement, et ensuite, avec son bras, il va l'aider à continuer à plonger et à faire force. Je te coupe, Laurent, et je te rejoins sur ton analyse, vraiment. Je veux parler d'autre chose parce que stratégiquement, quand on a un temps faible, une équipe, moi, je demande à mes mecs de se retrouver sur un groupé pénétrant ou sur une mêlée. Parce que je sais qu'on peut inverser un cours du match, ça s'est mal engagé, on n'est pas bien, on prend la pression, ça va vite en face, ils nous marquent des essais et il faut se remobiliser. Et pour moi, c'est vraiment ces deux secteurs. On fait un bon groupé se pénétrant sur une touche, on s'y retrouve tous, on obtient une pénalité, bam, ça change. Et c'est la même chose en mêlée. Et ça, c'est très français. C'est très français. Et contrairement aux autres nations qui vont... voir la mêlée comme tout simplement un lancement. On joue comme la pénalité à la main, on joue. Et alors que nous, voilà, il y a d'autres aspects et je me bats pour ça, à mon petit niveau, pour qu'on garde ça, cette identité. Après, moi, ce qui me semble assez surprenant, c'est que j'ai quand même l'habitude de voir les Anglais avec leur no scrum, no win, et quand même de voir les Sud-Africains imposer une vraie domination, un vrai combat, vraiment, qui marque leurs adversaires sur leur mêlée. En fonction de leurs adversaires, moi je trouve qu'ils changent d'idée. Je te dis pas les Australiens ou les Néo-Z, je rejoins totalement ce que vous disiez tout à l'heure, mais je trouve que les Sud-Africains, au contraire, ils mettent une domination, une puissance, ils marquent leurs adversaires en utilisant aussi la mêlée. Je me trompe peut-être, c'est peut-être dans l'inconscient. Est-ce que c'est dans les mêlées que tu ressens ça ou plus dans le jeu global? Moi, ce que je ressens, dans le jeu global, bien évidemment. Ouais, mais c'est plus. Enfin, moi, je le ressens vraiment dans le jeu global qu'ils en mettent un peu plus que les autres, ce week-end encore. Ouais. Mais dans les mêlées particulièrement, je vois pas ça chez Sidaf plus. Après, effectivement, c'est peut-être une vision différente, mais de ce que vous dites, j'ai l'impression que genre les Français, on a encore plus cette culture-là presque que les Anglais. Et moi, c'est un truc qui me surprend. Vous avez sans doute raison, mais c'est un truc qui me surprend. Non, mais peut-être qu'on l'avait, qu'on l'a beaucoup moins. Ouais, le no scrum no win était très anglais, effectivement, il y a une vingtaine d'années.
Aujourd'hui, la mêlée est moins prédominante. Je te dis, on fait moins de fautes de main entre les avantages, la vitesse de jeu. Un avantage aujourd'hui que laisse un arbitre sur un en avant, il porte beaucoup plus ses fruits qu'il y a 15 ou 20 ans où le jeu allait moins vite, voilà, où ça marchait un peu plus. Aujourd'hui, quand il y a un en avant, c'est presque un avantage qui se clôture tout le temps par un avantage terminé. Quasiment. Ouais. On regarde la moyenne des mêlées. Moi, j'ai commencé à arbitrer. La moyenne de mêlées par match, c'était 20 mêlées par match quand j'ai commencé à arbitrer. Aujourd'hui, j'ai fait des matchs à 6 mêlées. En top 14, je parle. J'ai fait des matchs à 6 mêlées. 10 mêlées de moyenne, mais pas 20. Parce On est que tous tu à voyais 20 mêlées de moyenne. Non, mais parce qu'il y a en avant, parce que l'avantage derrière les la de terrain. les mecs rebondissent là-dessus, et puis c'est les meilleurs ballons quand il y a en avant et que tu peux créer du déséquilibre de la défense adverse qui n'est pas du tout prête à défendre. C'est les meilleurs ballons. Et je crois que, voilà, je pense qu'on a plus comme avant. On a le tour à l'international, c'est 10 mêlées, pas plus. Okay. Moi, j'ai une question à quelqu'un, à toi, Christophe, quand tu coaches sur cet aspect-là. J'imagine que ça doit arriver d'avoir des matchs où ton équipe, elle domine complètement ce secteur de jeu. Mais est-ce que tu te ronges toujours les ongles avant la première mêlée du match suivant en te disant tout peut changer aujourd'hui? On a été excellent la semaine dernière sur ce secteur-là. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut être catastrophique? Ou est-ce que tu as des certitudes vraiment dans un secteur aussi difficile à appréhender? Si tu as des certitudes, tu es sûr de te tromper, tôt ou tard. Voilà, la réalité, c'est que voilà, tu peux avoir un pack dominateur avec des piliers costauds, tu as bien travaillé, donc il y a une grande cohésion. Mais tu vas tomber sur peut-être un pilier qui ne correspond pas du tout à ton pilier. Parce qu'il va être petit, qui va être des appuis bas, qui va avoir une position et qui va être à 30 cm du sol et qui gêne énormément ta mêlée. Donc il n'y a jamais rien qui est acquis. Et c'est ce qui est bien aussi. Mais après, Et la voilà. première mêlée du match, tu la sens comment, toi? Quand tu es au bord du terrain, comment tu te sens quand tu la vois se mettre en place? Je suis, alors pas, je suis old school peut-être, mais C'est un rendez-vous. Voilà, c'est un rendez-vous et j'y suis hyper attentif. Et que je te cache pas que je préfère que mon équipe défonce la mêlée adverse que le contraire. C'est très, très, très vexant quand tu es entraîneur et que tu te fais secouer, quoi. Donc, ouais, c'est pour moi encore, c'est une belle épreuve et c'est pour ça que le rugby est beau. Et je voudrais vraiment pas qu'on l'édulcore, quoi. Et je crains un peu pour son avenir. Mais et vous verrez qu'il y aura des incidences sur le jeu. Oui, ce que je disais, c'est que si on n'a pas le paquet d'avant fixé quelque part parce qu'ils ont pris une danse en mêlée, et ben ces 8 mecs-là vont se retrouver dans la ligne de défense. Et donc forcément, ça va être que de la confrontation. Tout comme je me battrais, moi, pour qu'il y ait de l'incertitude au talonnage. Réellement, il y a. Je suis maintenant un vieux con, hein, je me dis, il y a 30 ans, tu talonnais sur l'introduction adverse. Donc, déjà, tu avais une sanction immédiate du deuxième ligne adverse. Mais tu avais de l'incertitude derrière dans le jeu. Donc, voilà, c'est très compliqué parce qu'il y a un équilibre. Il faut qu'il y ait du spectacle maintenant. Et c'est vrai que voir des mêlées s'écrouler, retomber, on refait le cérémonial, on se prépare, bam, pour qu'il retombe encore une deuxième fois. Bien sûr que c'est pas bon. Mais à la fois. Mais je pense est-ce qu'on n'a pas aussi tous ensemble aussi un problème de communication autour de ça? À ne pas dire. Moi, je trouve que ce que j'ai entendu tout à l'heure est un argument qui est excellent à dire et à répéter à nos amis qui regardent le rugby de loin, de près, de temps en temps sur certains grands matchs. C'est de dire, bah voilà, grâce à une mêlée, tu rassembles les joueurs et tu as plus d'espace autre part et c'est ça qui va t'amener le spectacle. Et je pense que c'est un mode de communication qui est hyper intéressant. Tout ça pour dire que je ne sais pas, c'est peut-être notre communication entière à ne pas savoir aussi expliquer à quelqu'un de lambda à quoi sert une mêlée dans le rugby, quoi. Que c'est pas juste là pour voir des mecs se taper la tête les uns contre les autres, quoi. Non. Ça, c'est un argument qui marchait bien aussi pour vendre le rugby, hein, je vais te dire. Ouais, justement, peut-être qu'on n'est pas à la recherche de la même chose. Et on parle de la mêlée, fixer les adversaires. On peut parler du maul, hein, Christophe l'a dit tout à l'heure. Hein. Tu fais un bon maul et que tu marques ton adversaire et que tu regroupes. Du coup, le rugby, c'est ça, hein, c'est savoir fixer ton adversaire un maximum de monde d'un côté pour pouvoir mieux utiliser les espaces vides de l'autre côté. C'est ça. Le rugby, c'est trouver un parfait équilibre entre les trois formes de jeu.
le jeu pénétrant, le jeu déployé et le jeu au pied. Si tu peux jouer dans l'axe profond, si tu peux faire des pénétrants, tu vas resserrer la défense. Et une fois que tu as resserré la défense, tu peux ensuite jouer sur l'extérieur. Et si tu as une défense qui est sur un rideau, tu peux jouer par-dessus. Et ce qui était pour moi notre richesse en France, on appelait ça le French Flair, c'était l'intelligence tactique, c'était l'intelligence situationnelle de ce que prenaient les Toulousains de Pierre Villepreux. C'est-à-dire, où est le jeu? Lève la tête. Et réellement, ça a été notre force et on a. Ça moi j'ai l'impression. Hein. Alors là, on va déraper. Revenu, hein. Pardon? Moi, je trouve que ça a l'air devenu justement cette capacité. Alors, je te rejoins et je suis hyper heureux de voir le jeu qu'on est en train de faire. Et réellement, moi, je trouve qu'on a les entraîneurs anglo-saxons, les joueurs anglo-saxons ont amené nous ont fait progresser énormément, mais on a perdu sur cette formation tactique d'intelligence de jeu où on avait alors là on n'est plus sur la mêlée les gars, si on parle là-dessus je vais y rester des heures. C'est le concept, t'inquiète pas, on ouvre beaucoup de tiroirs ici. Bon, super. On en enferme peu. et le French Flair, c'est quoi? C'est tout simplement lève la tête, où est le jeu? Où est le jeu, mon gars? Lève la tête, amène le ballon dans l'espace libre. Et ça, on l'a perdu. Quand on a amené des boucliers à les écoles de rugby, on a perdu tout ça. Et c'est vrai que c'est génial ce qu'on revoit avec l'équipe de France, parce qu'on a des mecs qui travaillent en lecture. Après, c'est des mecs qui travaillent leur lecture à partir de data, à partir d'analyse de match, avec une plus grande connaissance, chose qu'on n'avait pas avant. Peut-être, ouais, mais c'est bien. Ils sont malgré tout capables, pendant le match, de voir que sur le fermé, il a laissé le fermé, puis pam, je me barre. Et qu'il y a mon pote partenaire qui a le même référentiel de jeu que moi, il vient en soutien même parce qu'il a capté que je partais dans l'espace libre, quoi. Il y a eu un essai de l'Irlande magnifique que je t'ai envoyé d'ailleurs, Émeric, là-dessus. L'essai de l'Irlande, là, quand ils partent, il y a une mêlée, elle est axe 22 mètres face au poteau, là, face à la Nouvelle-Zélande. Il y a une discussion très brève entre Sexton et Gibson Park. Il y a quelques mots, mais ils comprennent, en gros, ils comprennent très bien l'idée. Tu as la mêlée, introduction gauche, donc ça part légèrement à droite. Je te coupe, Alex, tu me l'as envoyé où? Sur WhatsApp. WhatsApp, non? Ouais. Je te l'ai envoyé sur WhatsApp cette nuit. Oui, cette nuit, pardon. Ouais, je te l'ai envoyé. Oh, je l'ai. Voilà. C'était genre tout est parti d'une mêlée et je trouve que c'était magnifique. Cette action, elle est splendide de la part de l'Irlande. Je sais pas si on la voit. On la voit à l'antenne. On la voit à l'antenne, bah ouais. Il n'y a pas grand-chose à dire. De toute façon, c'est très bien expliqué. Il y a une sorte de petit schéma. C'est une mêlée qui est jouée avec l'introduction à gauche. Ça part à droite. Il y a une petite discussion donc entre Park et Sexton. T'as les deux centres qui sont très proches, si je ne me trompe pas, Émeric. Ouais, mais la cellule d'attaque, elle est hyper intéressante parce que c'est 2 1+1. C'est pas genre des mecs dans la largeur. Oui. T'as un double circuit de 1+1 de part et d'autre. Du coup, ils fixent tous d'un côté. Ils choisissent forcément tous un côté. Et là, il y a un espace monumental de l'autre côté parce que forcément, ils se sont redéployés. Et c'était très très beau et tout est parti d'une mêlée. Alors là, pour le coup, ce qu'on peut regretter, qui n'est pas joué, qui est éjecté le plus vite possible. Vraiment, l'Irlande va aussi vers ça. Enfin, ils sont même un peu dominés, les Irlandais d'ailleurs, sur la mêlée. Mais c'est clairement là un lancement de jeu et rien de plus. Moi, j'ai trouvé cet essai superbe. Je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais il y a l'essai aussi le 15 que t'aimes trop. Keenan, ouais, l'essai de Keenan aussi, c'est stratégiquement parfait, hyper bien pensé, et c'est la zone qu'ils veulent aller. En gros, les Irlandais, ils aiment bien faire des allers-retours, des essuie-glaces, te fixer à 15 mètres, te faire croire qu'ils vont jouer large, et en fait, ils reviennent sur du 3v3, du 3v2, du 3+1v2, et ça passe parce que ce sont des joueurs de génie, mais c'est travaillé, quoi, c'est volontaire. Mais ouais, cette stratégie-là, elle est très jolie. Il y a quand même quelque chose de global que je trouve qui est très important de le signaler, c'est qu'un pilier, c'est super technique.
On est quand même. Aujourd'hui, C'est ce que aujourd'hui, mais même oui, aujourd'hui, mais je pense que ça l'a quand même plutôt assez souvent été. J'ai l'impression qu'un pilier, pour quelqu'un qui ne connaît pas le rugby, va se dire ah bah il est puissant, il pousse fort et il est costaud. Techniquement, il y a un travail au quotidien. Je vois Laurent que tu Ah ouais. confirmes. Ah bah, moi, je pense à Furlong sur la demi-finale contre Toulouse, la passe exceptionnelle qu'il fait à gauche. Elle doit faire 20 mètres, sa passe. Elle est magnifique. double sauté, non? Il n'y a pas un truc comme ça, non? Comment? C'est pas une double sauté? Non, Ouais, passe allongé. il passe allongé en demi-finale contre Toulouse. Là, je suis pas sûr d'avoir vu un pilier droit faire ça dans ma vie. Une passe, mais vraiment pas une passe flottante, pas une passe de merde, une passe magnifique, quoi, au cordeau, dans les bras de. Et même dans de- l'exercice de la mêlée, techniquement, c'est ultra précis quand même, Christophe. Ouais, c'est très précis. Tout à l'heure, je vous parlais des judokas et je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes. C'est-à-dire qu'on joue aussi, alors les gars, ils sont forts, ils sont monstrueux, mais en plus, ils savent jouer avec la force de l'autre, donc d'être très, très réactif. Que fait mon adversaire? Il efface son épaule. Donc, s'il efface mon épaule, il faut vraiment que je baisse mes appuis très, très rapidement pour ne pas plonger. Il me tourne sur le côté. Vite, il faut que je lâche mon bras droit si je suis un droitier pour pouvoir pousser sur l'intérieur. Donc, c'est avoir des réponses adaptées. Un bon pilier, il n'est pas que fort. Et tu as tout à fait raison. Il est capable de répondre de manière pertinente à ce que propose son adversaire. Et s'il Ouais, est une pas question de capable de Luxoman répondre, que je trouve très intéressante. Est-ce que Christophe peut expliquer le travail de pied, donc j'imagine d'appui, des piliers qui est primordial? ouais. Alors, je vais te dire quelque chose. Déjà, pour avoir des transferts vraiment du bas vers le haut, avant les pieds, il faut être hyper gainé. Donc, les mecs, il faut qu'ils soient très, très forts pour pouvoir transmettre les forces des jambes du bas vers le haut. Donc, gainé. Au niveau des appuis. L'angle abdominal, c'est pas tout de suite le muscle auquel on pense quand on voit des piliers au départ. Ouais, mais pourtant, les mecs, moi, j'ai vu faire des gainages, tout simplement, à la planche avec des disques, avec 80 kilos de disques. Ils faisaient la planche. Ils font tout pour bien les protéger. Même s'il y a la cantine qui dépasse par-dessus, voilà, c'est quand même gainé. Celui qui n'est pas gainé, souvent, il se casse la gueule. Donc, il y a ça. Et je voulais te dire quelque chose de particulier qui m'intéresse sur les piliers, ça s'appelle la dorsiflexion de la cheville, c'est-à-dire la mobilité articulaire au niveau de la cheville. Pourquoi? Parce que le mec, et ça m'est arrivé d'avoir des piliers mais très très costauds et pas du tout souples. C'est-à-dire que le mec, il mettait juste la pointe de ses crampons sur la pelouse. Il poussait comme une danseuse. Alors qu'un mec qui a beaucoup de mobilité, donc de dorsiflexion, c'est le terme exact de sa cheville, il va planter tous ses crampons. Donc il aura plus d'appui. Mais par contre, il faut voilà. Alors ça se travaille aussi, ça. Vous faites quoi? Vous cassez la malléole pour que ce soit plus facile ou... Non, mais alors, très sérieusement, tu fais du travail avec des foam rollers, là, avec des rouleaux. Tu fais du travail alors, qui est technique, mais où tu vas être accroupi avec une kettlebell sur le genou, enfin un poids, une charge sur le genou, pour mobiliser ta cheville. Alors ouais, ça va jusque-là. Et après, on te demande d'avoir des appuis. Si tu les as sur la même ligne, je vais essayer d'être clair, mais c'est compliqué. J'illustre en même temps, j'essaye. Mais je savais que ça allait marcher comme ça. En fait, si tu as la position idéale, c'est en position de squat, bien évidemment, mais il faut se dire qu'en face, tu as quelqu'un. Et s'il te pousse, s'il te tire, si tu as les pieds sur la même ligne, ça peut être compliqué. Donc, moi, j'aime un pied devant l'autre. Voilà, à peine un peu décalé. Voilà, de manière à pouvoir se rétablir si jamais il y a soit une avancée et soit malheureusement. Mais aussi, ça rejoint le judo. Et voilà, et en faisant des petits pas, toujours tu fais des petits pas, tu restes petits appuis. Il faut pas, si à partir du moment où tu commences à lever une jambe et si tu laisses un peu trop en l'air, tu peux te faire foudroyer très vite aussi. Et c'est là que tu comprends pourquoi un pilier, quand il sort d'une mêlée, il est rincé et c'est normal. T'es fou, c'est des efforts isométriques de 15 à 20 secondes. Et tout, c'est ah ouais, tu as les cuisses, mais tu es engorgé.
Donc, en fait, on te demande de faire des squats et puis, allez, maintenant, va courir. Et c'est pour ça que vraiment, moi, j'y tiens à cette mêlée, justement, pour garder cette épreuve de force, parce que je sais que derrière, elle a de l'incidence sur le jeu. Et j'ai peur qu'on le perde, ça. Est-ce que tu peux, on a pas mal parlé des piliers, si tu as 2 mots à dire sur le talon, qui est lui subi, puisqu'il est en position Jésus-Christ, hein, bien évidemment, avec les 2 bras qui sont posés sur ces piliers, le travail du talon, et après basculer sur le travail des secondes barres, qui serait assez intéressant de faire un peu, voilà, on a un peu digressé, mais c'est très intéressant, et d'aller un peu poste par poste, parce que là, on a mis à l'honneur les piliers. Là, on parle de la mêlée. Ouais, c'est vrai. Talonneur, c'est un très très beau poste. Talonneur, c'est un troisième, c'est un troisième ligne. C'est un troisième ligne très courageux. On dit souvent que c'est le. Ça, c'est drôle comme phrase. Troisième ligne très courageux. On dit aussi que c'est le cerveau de la mêlée. C'est le cerveau, le cerveau des avants. Moi, je dis le cerveau des avants, c'est le 9. Les 9, ils n'ont pas de cerveau. C'est un catalyseur d'énergie. Voilà, avec effectivement, il doit rassembler tout le monde autour de lui et il doit pousser et il doit talonner. Donc, c'est vraiment un poste qui est complexe. Il doit lancer aussi, ça, c'est autre chose que la mêlée. Mais vraiment, ça doit porter la balle aussi. Ça doit être un joueur complet. Ouais, ça doit être un joueur complet. Et je suis vraiment très, très, très content de revoir maintenant des talonneurs qui talonnent. Parce que vraiment, j'étais très agacé pendant quelques années de voir ça rentrer en mêlée, ça introduisait de manière dégueulasse dans la deuxième ligne. Et les talonneurs, ils talonnaient pas. Et toujours pourquoi ? Parce que je trouve que c'est bien et il n'y en a pas encore assez. Plus il y aura d'incertitudes, plus ça favorisera le jeu. Donc, c'est bien qu'il y ait des talonneurs qui talonnent, mais c'est bien aussi. Mais Christophe, il y a un truc, juste peut-être pour le grand public à comprendre, parce qu'en fait, ça se passe dans une zone que le grand public ne voit pas. Simplement, c'est complètement caché. Quand tu dis que le talonneur ne talonne pas, ça veut dire quoi en fait ? En fait, Laurent, il va pouvoir vous le dire aussi, pendant des années, tu avais le demi-mêlée qui introduisait entre le pilier gauche et le talonneur, bien en biais, et comme ça, le talonneur restait bien fort sur ses appuis et pour pousser. Et donc, il ne levait pas le pied pour balayer et accompagner son ballon rapidement dans les pieds du troisième ligne. Est-ce que vous me comprenez ? D'accord. Ouais. Donc voilà, donc on était vraiment focus uniquement sur de la poussée et le poste. Aujourd'hui, le geste est obligatoire. Il est sanctionnable s'il n'est pas présent. Ouais. Il y a qu'un seul truc qui me gêne et Laurent va peut-être m'expliquer pourquoi. Le fait d'avoir un pied droit, un pied devant, je trouve que c'est vachement compliqué avant d'impacter en mêlée. Tu comprends ce que je veux dire, Laurent ? Ouais, c'est le phénomène de béquille. Ouais. Si tu veux, on l'oblige pas. Hein, la règle, les arbitres le recommandent parce qu'on est très à cheval sur la stabilité et le fait est que les mecs ne viennent pas s'appuyer, tu sais, sur l'épaule adverse. Je comprends. Mais je crains que ce soit contre-productif parce que c'est très très dur. Donc justement de faire une béquille pour comment on pourrait dire, équilibrer ton cérémonial de mêlée. C'est la retenue de la mêlée, quoi. Voilà, tu fais un effort opposé à tous tes partenaires. Tu cales la mêlée. Ouais. Après, c'est juste pour la pré-mêlée, hein. C'est pas dans la mêlée elle-même. Non, c'est juste avant. Moi, ce que j'appelle le cérémonial. C'est au moment où il s'installe, c'est ça ? C'est au moment où il s'installe. La pré-mêlée, mais en position. Le travail que c'est après pour le mec, pour relever son appui et le remettre vite en arrière pour être bien en position pour pouvoir talonner, je trouve que techniquement, c'est... Généralement, il l'enlève à flexion, il l'enlève, les mecs. Hein, et c'est normal. Et c'est normal, parce que ça, c'est hyper compliqué. Si tu as une mêlée hyper basse qui rase le sol, ou tu as presque le bout du nez qui touche la pelouse, tu ne sais pas d'enlever ton pied si tu es en béquille. C'est Cardona, déjà que je te trouvais bon, là je vais te trouver très très bon. Oh là là. Vous avez un ami en commun. Une parenthèse d'il y a 30 ans. Il y a 30 ans, ça trichait énormément en mêlée, hein, Christophe, tu peux le dire. Ouais, c'était dégueulasse. Les piliers ne voulaient pas que l'arbitre s'en mêle. Ah non, c'était sort de là. Moi, j'ai des
personne se plaignait à l'arbitre que l'autre il poussait en travers, que lui il faisait ça, tout le monde, voilà, c'était comme ça. Oui, dans les Vraiment, deux, dans les deux sens, en gros. Oui, ça se résolvait au milieu et entre eux. Ah Le ouais, mec, ouais, c'est ça. il en prenait une en travers et le talonneur, quand il voulait lever le pied sur le ballon adverse, il en prenait une et il avait compris, quoi. Et Et tu si la deuxième, il comprenais. relevait le pied, ben, il faisait dodo, généralement. Ouais, tu sortais la tête, mais tout ce que tu Ça dis, s'autogère. c'est du vécu. J'ai Ah oui, des anecdotes extraordinaires. On avait à Dax René Bédésis, qui était venu entraîneur, qui était ancien talonneur de l'équipe de France, entraîneur du SUA, super mec. Et un jour, il veut nous faire orienter les mêlées. Et j'avais un pilier droit, Oursiangou, solide, et il n'aimait pas reculer. Et donc, il voulait nous faire lâcher à droite pour pouvoir faire un départ à gauche de la mêlée. Et Non. non, je ne reculerai pas. Si, tu es nounours. Si, tu recules comme ça. Non, je ne recule pas. On ne va pas reculer. Donc, voilà. Même pour l'entraîneur, c'était compliqué, quoi. Puis des Et mêlées, il a reculé ou pas? ah non, il Il a reculait pas pas. Et j'ai des souvenirs de matchs contre la section paloise à la Croix-du-Prince avec Jean-Bernard Duplantier, où je voyais du sang. J'ai ce souvenir-là qui coulait de nos têtes et rentrait en mêlée. Et puis, et tu voyais le sang qui goûtait. Donc, c'est pour vous dire que c'était vachement rigolo à l'époque, comme rugby, quand même. Une autre époque, quand même, une autre époque. C'est un autre rugby. Aujourd'hui, on demande aux arbitres de prendre de sanctionner, machin. C'était juste pour souligner qu'à 30 ans, on n'avait pas besoin des arbitres pour sanctionner. Ouais. Et je Ouais. vais prendre l'exemple du jeu au sol. Aujourd'hui, les mecs, ils sont au sol, ils traînent, machin, ils ralentissent les ballons. Il faut que les arbitres sanctionnent. Il y a 30 ans, le mec il tombait, il avait qu'une hâte, c'était de se relever très rapidement. Ouais. Des familles. Tu étais zébré. Tu avais des fermetures éclairs partout sur le corps. Hein. Alors qu'aujourd'hui, tu peux tomber, tu peux être en faute, et puis il faut que ce soit l'arbitre qui prenne la décision. Avant, l'arbitre n'avait pas besoin de décision. J'ai une question, moi, pour descendre d'un cran, sur la deuxième ligne, du rôle de la deuxième ligne, et de pourquoi aussi on parle d'une synchronisation du 5 de devant, parce que la deuxième ligne donc, va pousser derrière les piliers, notamment le numéro 5, mais il faut pousser en même temps que ton pilier. C'est Ou ça. après, il faut bien expliquer. C'est un gros travail de poussée collective. Donc, deuxième ligne, on a parlé du morphotype du 5, qui est plutôt massif, qui a du poids, parce que pour contrer l'axe gauche adverse où on a deux adversaires. Donc, les liaisons déjà des deuxièmes lignes, pareil, c'est avant de rentrer en mêlée, genoux au sol, liés entre eux et liés avec le pilier, c'est-à-dire ils ont la main Entre les jambes. entre les cuisses du pilier. Ils se lient soit au short. Il y a eu plusieurs modes, soit se lier au short, soit se lier à la cuisse. Et après, moi, je dis et au maillot. Et en fait, je dis souvent, mais ça, c'est pareil, ça dépend du morphotype, de comment tu vas te lier. Quand tu as, on se rappelle souvent Jean-Michel Gonzalez au talon, c'est pas la même chose si c'est en marchant ou pas, parce que c'est pas les mêmes gabarits. Donc les liaisons, il faut vraiment être, il faut que les mecs se sentent bien entre eux. Mmh. Après, il faut que une fois que tu es lié, tu lâches pas ta liaison. Il faut pas qu'elle pète. Voilà. Donc quand tu vas impacter ton deuxième ligne, quelque part l'impact sur l'entrée mêlée doit venir de la deuxième ligne. Il faut vraiment qu'il n'y ait pas d'écart, qu'il n'y ait pas un tempo différent, parce que là, c'est compliqué. Si jamais tu as le pilier qui impacte et la deuxième ligne qui arrive quelques secondes après, voilà, tout ça, c'est compliqué. Donc, vraiment, ça doit être un bloc qui doit être très serré. Et l'objectif, c'est de péter les liaisons des adversaires, de faire en sorte qu'ils se délient. Et ton objectif à toi, c'est de garder une mêlée des liaisons très très fortes. Alors ça, tu le fais à l'entraînement avec opposition ou sans opposition, en mettant des charges additionnelles en plus sur les mecs en mêlée pour que voilà, il fasse un effort et reste très très soudé. La poussée, c'est exactement comme les piliers, ce qu'on a dit tout à l'heure, des appuis bas. Juste pour bien expliquer aux gens, les deuxièmes lignes, ils mettent leur tête où pour que les gens comprennent bien? Alors, les deuxièmes lignes, ils mettent la tête entre le pilier et le talonneur. Le deuxième ligne numéro 4, entre le pilier gauche et le talonneur. Voilà. D'où les oreilles, les frottements
voilà, entre les oreilles, et le deuxième ligne droit, le numéro 5, qui met sa tête entre le talonneur et le pilier droit. Voilà. Ils ont la tête Et ils sont, mal ils au sont, crâne. ils sont bien coincés, et ils se lient entre eux. Le deuxième ligne gauche, le numéro 4, avec son bras droit, et le numéro 5 avec son bras gauche. Et ils se lient entre eux, et voilà, l'objectif du travail collectif de la mêlée, c'est qu'ils restent vraiment très, très soudés. Et j'avais une question. Alors moi, à chaque fois, ça me fait beaucoup rire. Je sais, moi j'ai joué à faible niveau, troisième INEL notamment. On mettait un impact. Moi, je mettais un impact souvent avec l'épaule, mais je sais très bien qu'il était assez faible cet impact, malgré tout, parce que bon, on le met l'impact, mais on sent bien qu'on n'est pas le rouage le plus important. Mais les troisième Tu lignes centres équilibres. qui prennent un élan monstrueux Et pour rentrer, qui se mettent en mode. clac, et qui rentrent comme des fous. Est-ce que le troisième ligne centre a vraiment un impact dans la mêlée? Ça me fait penser à un char, tu sais. Bien sûr qu'il a de l'impact. D'ailleurs, combien de fois j'ai entendu de piliers râler, venir se plaindre à l'entraîneur parce que putain, il se barre très vite, ou il pousse pas et tout ça. Et le troisième, lui, quand il défend, surtout, il n'a pas envie d'une chose, c'est de rater le 10 adverse, Bah oui. ou d'être en retard. Donc voilà, c'est compliqué. Donc après, je te dirais, c'est exactement comme les deuxièmes lignes, il doit maintenir une autre dans le bon timing au niveau de l'entrée en mêlée, parce qu'il n'y a rien de pire, comme tu disais, le mec qui pousse comme l'abruti trop tôt ou trop tard, quoi. Il faut vraiment pas déstabiliser le pilier qui lui, jauge son adversaire, connaît la distance d'impact, et imagine si tu as quelqu'un derrière qui te pousse et qui te déséquilibre complètement, quoi. Donc, faut vraiment, c'est un bloc, quoi. On voit des 8 se placer pas forcément dans l'axe. C'est totalement légal? Ou des 8 changés? Moi, j'ai déjà vu. Laurent. Non, c'est pas légal. Il faut que la position elle est prise, elle doit rester. Il Ouais. n'y a pas d'obligation d'être entre deux deuxièmes lignes, mais une fois que la mêlée a commencé comme ça, ils ne peuvent plus bouger. Après. Alors, je crois qu'il y a une tolérance, non, Laurent? Vous fermez un peu les yeux, non? Avant l'impact. Ouais, c'est pas qu'on ferme les yeux, c'est que bon, c'est. Alors, même si techniquement c'est très important, pour nous, c'est très, très épiphénomène, quoi. Ouais, pas et en fait, alors, moi, c'est pas l'impact qui est important, parce que le 8, il a intérêt à rester à la deuxième ligne. C'est après, si on peut mettre le ballon soit à droite, soit à gauche, ça peut avoir vraiment, vraiment un intérêt quand même, et un intérêt pour le jeu. Donc, c'est vrai que je trouvais dommage qu'on ait enlevé cette possibilité-là de faire des Normalement, calés. les arbitres, déjà, c'est difficile à voir. Parce que faut comprendre qu'un arbitre, il regarde les piliers, on a parlé des appuis, de la position du bassin, de leur liaison, de la tête. On a parlé quand même de 3-4 choses. Sortent, qui rentrent. Les épaules qui sortent. Il faut regarder déjà 5 choses en quelques secondes. Alors de là à détourner le regard pour aller voir si le troisième ligne il est bien resté entre le deuxième. D'ailleurs, là-dessus, Laurent, quel est le placement de l'arbitre et même des arbitres de touche qui vous sont donnés et conseillés quand vous commencez? Est-ce que vous vous mettez à côté de mêlée le juge de touche à hauteur de mêlée? Comment ça se passe, ces rôles-là? On apprend aux jeunes arbitres à être plutôt côté introduction, parce que c'est là où il va se passer le plus de choses. Et après, au niveau, quand on a la chance d'avoir des juges de touche, on va laisser, on va dire, on coupe le terrain en deux dans sa longueur. Et plus on est proche du juge de touche, plus on va lui laisser la capacité de juger la situation des piliers qui est proche de lui. Genre une mêlée centre du terrain sur les 50, compliqué à arbitrer. Donc. On va être côté. Alors on va choisir, si on est vraiment sur les 50, on va choisir d'être côté introduction du ballon. Ouais. Et ces petits coquins d'arbitres, ils ont une communication non verbale avec les points, et l'arbitre de touche dit à
à l'arbitre de champ. En fait, c'était comme ça autrefois, en tout cas. Pour lui, quel était le fautif. Ouais. Avec des coquins, il vaut mieux être coquin encore plus. Voilà, mais il faut. Oui, parce que vous dites pas à voix haute, c'est le droit rouge qui a la faute, parce que derrière, tu as le staff. Avec la communication audio qu'on a la chance d'avoir, on peut se le permettre. Mais effectivement, Christophe parle de match de fédéral 1 où il n'y a pas de communication audio et il faut bien faire voir à l'arbitre, sans crier comme ça, que tout le monde entende. Parce qu'il suffit qu'on donne une information très forte, même si on a raison, et que l'arbitre, pour des raisons qui lui appartiennent, choisit de ne pas nous suivre. Ça part en sucette. Bien sûr. Là, ça fout le bordel. Et tous les bancs ont entendu, le public a entendu, il suffit que ce soit contre les adversaires. Enfin, bon, est-ce que l'arbitre vidéo peut intervenir sur cette phase de jeu ou pas encore? Non, franchement. Et c'est mieux comme ça? C'est mieux comme ça, oui. L'arbitre vidéo n'est pas là pour arbitrer totalement. C'est bien de laisser ça aux hommes qui sont sur le terrain. Moi, j'aime beaucoup l'idée, moi aussi, de ne pas trop être au millimètre sur cette phase de jeu. Le rugby, c'est pas fait comme ça. Le rugby, souvent, 1+1, ça fait pas 2. Je reviens à la mêlée concernant les troisièmes lignes. On a vu qu'il y a quelques marioles aussi, très très forts, qui allaient pousser sur le pilier adverse. Tu veux dire des flanqueurs? Ouais. Troisième ligne, c'est-à-dire que le mec. C'est vrai que des fois, il y a des énervés un peu sur la ligne. Mais des énervés et qui sont vraiment. Et qui énervent les entraîneurs. Moi, ceux-là, ils m'énervent, mais quelque part, ils sont bons parce qu'ils arrivent à le faire assez habilement. Généralement, en plus, ils ne sont pas cons. C'est toujours quand l'arbitre est de l'autre côté. Donc, les mecs, ils glissent de la fesse de leur pilier, puis ils glissent vraiment sur avec la tête sur le buffet de l'adversaire, quoi. Et ça, et ton pilier, il est coincé, quoi. Donc, il se retrouve avec un troisième lien qui te pousse bien sur les côtes et qui te met une bonne pression. Donc, ça aussi. Ça arrive quand déjà ta mêlée est un peu dominée, quand même, parce que pour que le flanqueur arrive sur les côtes de ton pilier, il y a quand même, à un moment donné, il y a un homme entre les deux, donc c'est que ça va tourner. Donc ça, c'est l'entraîneur qui est agacé, qui te parle, tu sais, il prend déjà la pression, et en plus, tu as les troisième lignes adverses, il vient mettre la double lame, tu vois, donc ça agace encore plus. Mais tu vois aussi parfois ça, c'est quelques troisième lignes et tu le voyais aussi au niveau, ça. Les mecs, ils le faisaient assez habilement. On en voit des mecs qui veulent enfoncer, qui veulent marquer, etc. Ça arrive assez souvent. J'ai une question technique sur la mêlée. On entend souvent parler de double poussée. Comment ça se travaille? Qu'est-ce que c'est? Comment ça se bosse? Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que tu as digéré le ballon, c'est-à-dire qu'il est dans tes pieds de ton troisième ligne centre, que l'équipe adverse est plus sur les appuis pour partir à défendre et qui est moins centré sur la poussée, tu remets une double poussée, en fait, clairement, au moment où les mecs s'y attendent pas, puisqu'ils sont prêts à les courir, quoi. Le 8 est prêt généralement, il lève la tête pour voir, il a les épaules encore sur la deuxième ligne, mais il commence à lever la tête pour voir si c'est parti. Les troisièmes lignes sont déjà déliées et pour aller défendre, et c'est là que tu as une autre commande qui vient généralement par le troisième ligne centre, c'est la communication verbale. Il va commander une poussée et là il y a une flexion et pareil, quelque chose de très très collectif, un bloc qui se met à pousser ensemble. Et c'est aussi pour aller chercher une faute parfois. Ouais, tu vas chercher une faute, ou alors si c'est une mêlée qui est près de la ligne pour aller scorer, ou d'abord tu as un petit temps de latence où tu vas observer la pression adverse, tu essaies de ne pas bouger, de garder tes appuis très très forts, tu restes bas et en fait ta poussée tu la mets quand tu as le ballon dans les pieds de ton troisième ligne centre. Et ça peut être, si c'est bien fait, c'est dévastateur, quoi. Et Laurent, comment tu l'arbitres ça? Parce que du coup, parfois vous demandez au ballon de sortir aussi parce que tout le monde n'a plus son intégrité pour pouvoir subir une double poussée. Comment tu le fais, toi? Non, nous quand on demande au ballon de sortir, c'est quand la mêlée est totalement stable, qu'il n'y a pas de supériorité d'une ou l'autre équipe. Ou alors, effectivement, la mêlée va s'écrouler, on n'a pas vu de domination d'une équipe ou de l'autre et on va choisir de laisser jouer, que le ballon sorte, quoi. Mais la double poussée, elle est totalement légale. Quand elle est bien faite, franchement, elle ne pose pas de problème. Et c'est une belle stratégie.
Et c'est une très belle stratégie de pousser collectivement pour. Fatigante, mais intéressante. Non, c'est hyper épuisant d'arriver à la faire. Oui, déjà, j'imagine. Christophe parlait de synchronisation et de pousser en même temps. Là, c'est l'exercice où il ne faut pas se louper. Ouais, c'est ça. Parce que là, tu peux t'écrouler à tout moment. Ouais. Joseph. Là, tu peux prendre la double poussée, mais dans le sens inverse. C'est ça, ouais. Ouais. Une question un peu plus actuelle, Laurent. Juste cette année, par exemple, quelle a été pour toi la meilleure mêlée du top 14? C'est quelque chose qui c'est on affabule certaines équipes de meilleures mêlées du top 14. Plus bébé. Non. Parce qu'elles sont la moins pénalisées. Est-ce que cette année, il y en a une qui t'a vraiment marqué ou pas forcément, ou une peut-être dans ta carrière plus globalement, si c'est pas cette année? C'est difficile, je n'avais pas préparé cette question, mais Ouais, parce que moi ça m'étonne toujours. Est-ce que la meilleure mêlée, c'est celle qui est la moins pénalisée ou Longtemps, ça a été celle de Pau cette saison, il me semble, si je me trompe pas. non, la moins pénalisée, je suis pas sûr, parce que tu peux être un enfant, perdre tous tes ballons. Tu peux être un enfant, perdre tous tes ballons et jamais prendre une pénalité, mais tu as perdu tous tes ballons. Bon, pour moi, la meilleure mêlée, c'est pas celle qui se fait le moins pénaliser. C'est celle qui garde la C'est balle. celle parce qui que va c'est récupérer le plus de ballons. c'est souvent statistiquement exactement la raison pour laquelle on affabule une équipe de meilleure mêlée du top 14. C'est souvent la moins pénalisée. Le nombre de pénalités, je peux perdre tous mes ballons, prendre 0 pénalité et être nul. Ouais, mais Et à la fin, je suis pas la meilleure mêlée du championnat. Enfin, la meilleure mêlée, c'est pas celle qui justement gagne le plus de pénalités? Qui va déjà peut-être gagner le fait que je suis plutôt d'accord dans le ratio où celle qui va obtenir entre guillemets le plus de pénalités. Donc ça veut dire que c'est généralement celle qui va le mettre le plus à mal son adversaire. Et ça, là, cette stat-là, dans ce sens-là, elle me semble plus logique. Mais dire que la meilleure mêlée, c'est celle qui prend le moins de pénalités, je trouve que c'est totalement faux, quoi. Ok. J'avais une question pour toi, Christophe, qui est passé donc par Dax, par Béziers, Agen, Rouen, l'Union Cognac Saint-Jean d'Angély. Est-ce que ça t'est arrivé dans un club particulièrement qu'un dirigeant ou un supporter ou quelqu'un vienne te voir et te dit ici la mêlée c'est sacré, genre qu'on te dise ici la mêlée vous avez intérêt à être fort en mêlée cette année. Je pense à Toulon, à des clubs comme ça, mais j'imagine Béziers aussi. Alors si voilà, tu me sors de la bouche, et si je te dis si je te dis Béziers, tu vas pas être surpris. Et, non, je suis pas surpris. Et alors c'est vrai que j'ai vécu 3 années extraordinaires à Béziers parce que j'aime le rugby et tu as un public de passionnés, de gens de mauvaise foi qui supportent l'équipe. Ouais, c'est affreux, mais qu'est-ce que j'ai rigolé. Donc tu peux passer du statut de Dieu vivant une semaine et la semaine d'après, tu as intérêt à te planquer les longs des murs. Mais les mecs, ils étaient fous de la mêlée. Donc, c'est toujours valable à tout le monde. Ouais, une mêlée qui avance à Béziers, ben, tu as fait la moitié du taf, quoi. Donc, que le match il soit beau, que tu as fait une belle partie aboutie ou pas, l'important c'est gagner et défoncer l'adversaire en mêlée. Ça me fait penser aux Marseillais, quoi, au foot. Ils s'en foutent de perdre le championnat, par contre, il faut battre le PSG. Et t'as des voilà. Du coup, ça arrive rarement. C'est Laurent, nous, on s'en fout, on peut être nul, mais il faut battre le PSG. Laurent, on va le réinviter, hein. Ça me Laurent, c'est terminé notre alliance là. Ça. En plus, tu vis à Bordeaux. S'il y a bien un club qui avait qu'un seul objectif dans l'année, c'était battre Marseille. C'est fou. Alors, franchement, on va pas parler de Bordeaux au foot là, parce que je crois que ça craint grave. On peut plus en parler. Juste un tout petit mot, Christophe. Je sais que tu voulais pas parler de joueurs en particulier, mais juste je t'en souffle un parce que ça va. Mais tu vas parler de joueurs en particulier. Il y en a un moi, que j'apprécie beaucoup comme joueur, et je pense qu'il va, s'il retrouve face aux États-Unis, il peut faire de très gros dégâts. C'est Francisco Fernandez, parce que en termes de pilier chiant, je pense que s'il tombe sur des Américains pas très spécialisés, ils vont souffrir les Américains. Alors, face à Francisco Fernandez, le Portugais. Chico, moi j'ai une histoire particulière parce que je l'ai entraîné à Tyros il y a une dizaine d'années. On fait le match de la montée en Pro D2 contre Béziers. On ne monte pas parce qu'il y a un arbitre touche qui avait fait une connerie encore. Toujours trouver la faute mettre la faute sur les arbitres, toujours important. Et non, mais l'histoire elle est extraordinaire.
Cédric Marchak qui arbitre milieu de terrain et on fait une fin de match magnifique avec du jeu dans l'axe profond, des pénétrants, on molle dans le jeu courant, pam, il tend le bras, 22 en face, fin du match. Ça y est, tu te vois en Pro D2, et tu as l'arbitre de touche à la 81e, il bip, et il avait mis Cédric dans la merde parce qu'il ne voulait pas le manager comme ça, le match. Et après, effectivement, donc pénalité retournée, Andrew Mertens qui tape en touche. Non, attends, t'avais un joueur qui avait piétiné Oui, un joueur oui. sur un ruck. Ah, oui. Attends, c'est trop facile ce que tu dis là. Moi, je me non, souviens de la situation. Mais Je me souviens de ça. c'est Moi, je m'en raccourci, souviens aussi. quoi. Toujours raconter sa propre histoire. il n'avait pas fait exprès. Donc quand tu fais pas exprès, Ah oui, ça va oui, pas être d'accord. Ah bah pénalisé. oui. Tu le savais pas, Cardona. Tu vois. L'intention n'était pas mauvaise, c'est pas un mauvais Je boug. me rappelle de cette fin de match. C'était énorme. Fédéral Lune. Je m'en C'était souviens, énorme. mais comme si c'était hier, quoi. Et donc Francisco Fernandez dit Chico, Philippe Benetton m'appelle, qui était entraîneur de Béziers, qu'est-ce que ça pense? Je lui dis, c'est un monument. Et Chico, c'est très, très, très fort. C'est un mec vraiment très, très solide et qui, en plus, sait être très, très réactif par rapport à son adversaire. Voilà ce que je peux te dire. Donc, ouais. Et puis là, Donc, il va faire vivre des grosses douleurs. je pense que ouais, c'est compliqué. Chico, moi je me rappelle La Rochelle, parce qu'on avait La Rochelle dans la poule à l'époque, avec Antonio et tout ça, mais c'est compliqué, quoi, parce qu'il est, il est fort et il est vicieux. Et c'est une qualité. C'est vraiment être vicieux, c'est être réactif par rapport à ce que te propose l'adversaire. On a Voilà. perdu Laurent. Non, mais c'est bon, Je pense qu'il a coupé Non, naturellement. non, on l'a retrouvé, Laurent. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai retrouvé. Et donc, ouais, Chico Fernandez, c'est du très, 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 très solide. Ouais, vraiment. C'est peut-être qu'il lui manquait un petit peu plus de présence dans le jeu courant pour tutoyer le très haut niveau, mais question mêlée, attention, c'est du solide. Bon, Ok. bah, c'était un régal. Hein. Ah ouais, c'était un plaisir, hein, vraiment. Alors, j'arrive pas à retrouver Laurent. Si je vous l'ai avez perdu. des questions dans le chat, n'hésitez pas. Je pense qu'on a fait le tour. On a parlé un peu des morphotypes. On a donné quand même quelques clés. C'est vraiment intéressant de parler avec des passionnés, voilà, avec des acteurs du rugby. Et je perds Laurent. Laurent est perdu. On a perdu Laurent. Et quant au Ah oui, c'est pilier, ça, Christophe, t'as vexé Laurent là et il est parti, quoi. toujours, les entraîneurs ont toujours le dessus sur les arbitres en dehors des matchs. En dehors des matchs, ouais. Et tu m'as pas posé la question, mais je vais t'y répondre. C'est le pilier moldave de Bègle, Christian Jovan. Et le droitier, hein, on est d'accord? Ouais. Très, très, très solide quand même. Hein. C'est un des plus âgés, je crois, du championnat. Je vais te dire ça. Ah non, Jovan, c'est celui de Clermont. Non. C'est celui de Clermont, qui vient d'ailleurs du même village. Hein, Kobilas. Vadim Kobilas, ouais. Kobilas. Sachez qu'ils viennent tous les deux du même village, ce qui est complètement fou d'ailleurs en Moldavie. Voilà. Donc là, Kovilas, au niveau de la maîtrise au poste et tout ça, là aussi, tu as très, très solide. Niveau, ouais, très solide. Très solide. Est-ce que Laurent est de retour ou pas? Non. Non, j'ai l'impression qu'on l'a perdu. Aïe. Il tente la tactique tout à l'heure. Christophe a tenté. Tu vois, et juste, je voulais le féliciter, lui dire qu'il avait fait une belle carrière et que j'étais content de le croiser. Puis, tu vois, tant pis. Hein. Il est trop tard. je lui dirai pas. C'est fini. Il est trop humble, il veut pas l'entendre. Il est trop humble, il veut pas l'entendre publiquement. C'est ça. Non, bah écoutez, pour moi, c'était assez intéressant. Est-ce que vous avez d'autres questions dans le chat? Je sais que moi, on m'avait parlé, mais alors du coup, ça serait intéressant d'avoir Laurent, mais du coup, il vient de partir. Est-ce qu'il part pour revenir ou est-ce qu'il est parti? Je ne sais pas. Pour rester. Parti pour rester. Je ne sais pas du tout, parce que j'avais des questions. Vous avez demandé au niveau de la morphologie et justement des tests réguliers faits autour des piliers. Alors peut-être que tu le sais, peut-être que tu es au courant, Christophe. Voilà, les tests, on sait que voilà, c'est aujourd'hui la protection du joueur prime et c'est normal. On sait que même en amateur, pour être première ligne, tu passes des tests physiques différents. Et il y avait vraiment cette On a retrouvé Laurent. Tu passes des IRM. C'est ce dont tu veux parler? Écoute, moi, on m'a demandé. Cervical, tout ça. Ouais, tu passes les IRM pour voir.
G2, G3 et ainsi de Ouais, suite. c'est ça, exactement. Tes stades. D'accord. Ouais. Ça, Mais et c'est très après, important. non, nous, les tests qu'on fait faire les entraîneurs, c'est sur des soulevés de terre, des squats et sur du gainage, voir la force. Hein. Laurent En gros, est de retour. Hein. ils sont faits tous les ans. Genre, en gros, ils sont contrôlés tous les ans, les mecs. Parce que quand tu as des jeunes, quand tu as des juniors, des mecs de 18 ans qui débarquent en top 14, à 18 ans, ta croissance, ça doit être encore plus regardé, comme on est maintenant dans une logique d'ultra protection, ce qui est normal. Mmh. Ben, si à 18 ans il va au niveau, c'est que déjà le gamin il est solide et il a fait un paquet de mêlées avant quand même. Hein. Il est prêt, normalement. Hein. Ouais. Bon, tu avais un truc à dire à Laurent, Christophe? Non, je dis plus, trop tard. Écoute, hein. Il est là. Laurent, j'ai dit que des choses bien, tu vois. Il voulait te féliciter pour ta carrière. J'en doute pas. Non, Et très il a dit sérieusement. que tu étais le meilleur arbitre qu'il a jamais croisé. Non, ça, c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai, j'ai pas dit ça. Mais non, je me suis jamais mis en colère contre Laurent. Puis il a fait une très belle... Sérieusement, il a fait une très belle carrière et il peut en être fier. Voilà. Et que c'est vrai que même si des fois ça chambre avec les arbitres, voilà, j'ai beaucoup de respect parce que je sais que c'est très difficile ce qu'ils font et qu'ils font du bon boulot. Et on a parlé un peu tout à l'heure des arbitres français et si c'est les meilleurs maintenant, c'est parce que voilà, ils font un gros travail. Donc c'est bien pour le rugby. Ouais, on a aussi la chance d'évoluer dans les meilleurs championnats du monde. Hein. Et je ne parle pas que du top 14, hein. Je parle de la Pro D2, de la Nationale, de la Fédérale 1. C'est tous les championnats que nous envient, on peut le dire, hein, toutes les nations du monde. Maintenant, je ne te le redirai plus quand même, ça. Hein. Bon, merci les gars. Merci. Attends, moi j'ai une dernière question. Désolé, mon Alex. Je suis désolé, moi je dois quitter. Tu peux y aller, je comprends. Alex à Los Angeles, il a le stationnement jusqu'à 10. Ciao, mon Alex. C'est mort. Bisous. Ciao, mon Alex, des gros bisous. Juste une dernière question, on m'a demandé. C'est Jubadu33. Est-ce que tu penses, Laurent, qu'au niveau de la FFR, ils allaient repousser les mêlées en amateur ou est-ce que ça c'est terminé, ça reviendra jamais dessus? Ça ne reviendra jamais. C'est pas la fédération qui a pris cette initiative d'elle-même. Hein. Il a fallu s'adapter suite à des blessures, suite à des choses qui sont passées plutôt graves, des garçons qui sont retrouvés vraiment gravement blessés, voire malheureusement décédés. Et notre assureur historique nous a demandé clairement de prendre des décisions et des mesures qui protégeraient des joueurs qui... On ne peut pas comparer un joueur de Fédéral 2 qui s'entraîne 2 fois, 3 fois par semaine à un joueur de top 14 qui va avoir ses entraînements, de la musculation, des entraînements spécifiques, etc. Donc, je crois que garder ça avec des mêlées qui restent pas non disputées, parce qu'elles sont quand même disputées sur 1m50, mais pas du tout dans l'intensité qu'on peut retrouver à haut niveau, je crois que c'est bien pour préserver nos joueurs, on peut le dire, amateurs. Ouais. Ben écoutez, messieurs, merci infiniment. Franchement, c'était trop cool de vous avoir. Incroyable, franchement. Hyper content. Beaucoup appris. Il y a vraiment que des jolis messages. Alors, bien sûr, il y a des messages de chambrage aussi, bien évidemment. Cardona, belle carrière, sauf à Mayol. Voilà ce qu'on peut lire. J'ai fini ma carrière à Mayol. Encore. Ouais, sur demande. Et qu'est-ce qu'il t'a offert, Bernard? Une pipe. C'est drôle, j'adorais. C'est ce qui est bien. C'était très drôle. Merci Christophe, merci beaucoup, merci Laurent. On va conclure. Voilà, c'était la dernière de la saison du petit bureau. Moi, je pars en vacances. On reprendra la saison prochaine, bien évidemment. D'ici là, prenez soin de vous et puis voilà. Et puis regardez du rugby parce qu'il va y en avoir. Et là, je crois qu'il y a un peu je sais pas, un petit tournoi d'hémisphère sud qui va démarrer dans pas longtemps et qui risque d'être pas mal parce qu'il y a des Néo-Z qui sont un peu vexés. Donc voilà, merci infiniment, c'était trop cool de vous avoir. Merci encore une fois Christophe et Laurent. Ciao les copains et à très vite. Salut à tous. Ciao les amis.